Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode de Pas Content avec Tabibian. On a décidé de continuer notre série d'interviews des petits candidats, après Clara Egger, après Georges Kuzmanovic, après Jean Lassalle. C'est maintenant au tour de Nicolas Dupont-Aignan et dans cette introduction, je vais faire deux précisions élémentaires que la déontologie d'un métier qui n'est normalement pas le mien, celui de journaliste, m'impose de vous faire. Premièrement, nous avons dû amputer de cet entretien 3 minutes 50. Voilà, c'est rien sur une émission de plus d'1h30, mais je tenais à vous le dire par souci d'objectivité. C'était des propos qui concernaient l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, et on a été obligé, bien qu'il n'ait rien de scandaleux, bien qu'il n'ait rien d'illégal, de le supprimer parce qu'ils étaient contraires aux conditions générales d'utilisation de YouTube. Ce petit extrait sera placé sur une chaîne YouTube dans les jours à venir pour que vous puissiez le voir. Ça ne change rien à l'interview qui a été faite, mais je rappelle que les CGU de YouTube, si vous dites un certain nombre de choses concernant des traitements jugés alternatifs, inefficaces ou dangereux, votre chaîne peut être supprimée, est d'ailleurs supprimée sans précaution élémentaire de YouTube. Donc pour 3 minutes qui ne respectaient pas les CGU, on n'allait pas mettre la vidéo intégralement sur YouTube, mais juste cet extrait, dans les prochains jours, vous pourrez le voir. Vous verrez que ça ne change absolument rien au fond ou même à la forme du débat. Pour le reste, on a gardé l'intégralité. Deuxième point que je voulais aborder et clarifier avec vous, concernant des critiques qui ont été émises sur le chat après le départ de notre invité, et que j'avais clarifié au moment du live, mais que je vais faire ici. Beaucoup d'entre vous ont été étonnés de voir que je n'entrais pas en opposition directe sur certains points précis, dont vous savez, si vous connaissez mes idées politiques et que vous suivez cette chaîne, que je suis pourtant en désaccord. Je vous donne un exemple au hasard, par exemple le rapatriement des enfants dans les camps en Syrie. Bon, ok. Alors, on va préciser pourquoi je ne le fais pas, pourquoi je ne l'ai pas fait, et pourquoi je ne le ferai pas. Pour une raison évidente, c'est que vous ne l'avez peut-être pas remarqué physiquement, mais je ne suis pas Anne-Sophie Lapix. On a décidé d'une ligne éditoriale quand on a lancé cette vidéo, qu'on a appliquée de Martin Blachier à, Clara Egger, c'est que, eh bien, on laisse les gens parler. On ne leur coupe pas la parole, on ne rebondit pas 2 secondes, toutes les 2 secondes pour les couper à la Jean-Jacques Bourdin. On fait justement, et c'est là pour nous qu'est le travail de subversion, on fait ce que ne font pas les médias de télé. Le but, c'est de laisser les gens parler. Alors je sais que vous souhaitez à terme voir des formats plutôt contradictoires avec les invités. Je vous ai entendu, comme dirait le général de Gaulle, et ils auront lieu. Mais après la présidentielle. Pour une raison simple, c'est que on a appliqué une règle pour Clara, on a appliqué une règle pour Georges, on a appliqué une règle pour Jean, on applique cette règle pour Nicolas Dupont-Aignan. C'est normal. Justement, je fais pas comme Anne-Sophie Lapix, je vais pas être tout sourire quand je reçois Emmanuel Macron parce que je l'aime bien, elle, hein, pas moi, et puis quand je reçois Mélenchon ou que je reçois Le Pen ou Zemmour, lui couper la parole toutes les 2 secondes, c'est pas le but. C'est justement, on a appliqué une règle que les médias n'appliquent plus en début, c'était notre ligne éditoriale, on la maintient pour tous les candidats politiques, et d'ailleurs même pour les autres, jusqu'aux élections. Après, on pourra faire des formats qui parfois seront contradictoires, parfois seront juste des formats de talk, c'est-à-dire de libre parole où on laisse les gens parler. On a décidé de quelque chose, pour l'instant on s'y tient, c'est une règle d'impartialité qui encore une fois est celle de la déontologie d'un métier qui encore une fois n'est pas censé être le mien, c'est-à-dire celui de journaliste. Sur ce, je vous laisse pour ce nouvel épisode de Pas Content avec Tabibian et je vous dis rendez-vous normalement demain pour le prochain épisode de Pas Content avec Tabibian. Le JSPC sortira plutôt dimanche parce qu'on veut sortir très vite l'émission qu'on a fait avec Jean-Baptiste Rivoire sur l'exil fiscal d'Emmanuel Macron. Merci Cognac G, à vous les studios et normalement à demain. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette 11e édition de Pas Content avec Tabibian, si je ne dis pas de bêtises. Merci aux 2000 personnes qui sont là pour cette première en exclusivité sur Twitch. Et mon invité ce soir est Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Bonsoir. Dupont-Aignan. Dupont-Aignan. On fait pas la liaison. Je suis pas le premier à faire l'erreur. Non. Mais je vous le dis tout de suite pour pas vous vexer après. D'accord, voilà. Très bien. Bah non, mais c'est mieux. En plus, je sais que vous pouvez être tatillon des fois et Pas du tout. Une rumeur que TF1 ne confirmera pas. Comment allez-vous en cette campagne? Ça va, Oui. ça va, non, ça va. C'est d'abord un honneur de faire une campagne présidentielle, c'est une grande chance. Donc faut le prendre comme tel. Et puis là, on est dans l'égalité de temps de parole, donc c'est les 2 semaines d'égalité en 5 ans. Oui. Donc 2 semaines tous les 5 ans. Ah, il y a quand même une exception pendant ces 2 semaines-là. Oui, c'est pas l'équité tout le temps. Non, l'égalité. Mais l'égalité, alors donc il y a plus d'émissions. Parce que l'égalité voilà. à 12, c'est emmerdant. Tout à fait. Donc on peut pas y arriver, que disaient certains éditorialistes, c'est trop compliqué. Puis... Donc il y a le minimum. Enfin malgré tout, le minimum pour moi, ça me fait beaucoup par rapport à d'habitude. Oui, c'est vrai.
Et puis beaucoup de ces éditorialistes ne voient pas l'intérêt d'une campagne. Puisque... Non, parce qu'ils ont déjà décidé. Et puis il paraît que les autres sont trop nuls. C'est ce qu'on nous dit aussi souvent. Oui, il n'y a toujours. que Macron qui est bon. Alors, je vous propose qu'on fasse une émission en 2 parties. Parce qu'une élection présidentielle, c'est 2 choses. Oui. C'est un programme, et puis c'est une confiance qu'on accorde aux candidats. C'est un bonhomme, oui, une bonne femme. Parce que d'aucuns diraient les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc on va commencer par le programme, et puis après on fera les questions de confiance, les petites questions qui tâchent. Et pour commencer sur le programme, j'avais peut-être envie d'avoir votre réaction sur une question d'actualité qu'elle on peut pas échapper, dont tout le monde parle en ce moment, c'est McKinsey, le scandale. C'est pas le seul hashtag qu'on voit tourner sur les réseaux sociaux, toutes ces affaires autour de Macron. Votre avis sur ces cabinets de conseil, c'est un mal nécessaire ou un grand remplacement illégitime de notre administration? C'est exactement ça. C'est surtout pire que ça, c'est le conflit d'intérêts érigé en système. C'est la traduction du petit télégraphiste de l'oligarchie. Il faut bien que le petit télégraphiste de l'oligarchie ait une feuille de route. C'est McKinsey, en fait. Je schématise, c'est pas de la caricature. Quand on ose donner 1 milliard d'euros au cabinet d'études par an, j'ai pris cet exemple parce qu'il est tellement parlant. À l'Assemblée nationale, En Marche a refusé. Alors, tous les partis étaient d'accord, des Républicains à la France Insoumise, avec les centristes, avec moi et d'autres. On était tous d'accord pour revaloriser l'allocation adulte handicapé et la déconjugaliser. C'est une grande revendication des personnes handicapées en France. Ça coûtait 800 millions d'euros. Et En Marche nous a dit que le gouvernement pensait qu'il n'y avait pas d'argent. C'était trop cher. Et on apprend après coup qu'ils ont été capables de donner plus à des cabinets d'études. Et dans ces cabinets d'études, soyons précis, il y a 400 millions à peu près pour les trucs informatiques. Bon, à la rigueur, là, on peut imaginer qu'il y ait... Bon, mais je dis rien. Mais il y a 450 millions pour les conseils en stratégie. Et ces 450 millions, ils ont été multipliés par 3,7 en 3 ans. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que, et c'est pour des notes à la con, qui expliquent à 2200 € la journée le consultant. 2200 € la journée le consultant, c'est ce que gagne un fonctionnaire en un mois. Et qui explique comment faire pour mettre en place la politique dictée par le maître, c'est-à-dire les grandes entreprises, les multinationales américaines principalement, voilà, la feuille de route. Donc Macron remplace une haute administration qu'on pouvait critiquer mais qui était intègre par des cabinets. Voilà. Donc c'est vraiment le conflit d'intérêts et le plus emblématique. Outre le ridicule, il faut lire le rapport du Sénat, il est public ce rapport, lisez-le. Alors il y a des jeux de rôle, le bateau pirate. Les hauts fonctionnaires doivent se mettre autour d'une table et faire des exercices à 2200 € la journée. Et il y a mieux, il y a un auditeur McKinsey qui a été mis en place pour faire la liaison entre le ministère de la Santé et Santé publique France, qui est l'établissement public de la santé. 160 000 ou 120 000 € pour faire la liaison pendant quelques mois. Il y a eu 500 000 € de dépensés pour le métier de professeur, faire une note sur ce qu'est le métier de professeur. Et la note, je crois, n'a même pas été utilisée. Non, parce que le ministère a dit que c'était vraiment pas bon. Il y a 4 millions d'euros pour réduire les prestations logement des étudiants, l'APL. Les fameux 5 € d'APL. Voilà, 4 millions d'euros pour réduire 5 € par étudiant. Mais il y a bien pire, c'est que la stratégie vaccinale a été mise en place par McKinsey, mais que McKinsey conseille Pfizer. 23 décembre dernier, avenue Duquesne à Paris. Au ministère de la Santé, une rencontre de la plus haute importance est organisée en visioconférence. Objectif, présenter la stratégie vaccinale de la France. Pilotée par Olivier Véran, la réunion s'adresse aux directeurs des agences régionales de santé et aux directeurs d'hôpitaux. Plusieurs membres du cabinet ministériel prennent la parole, ainsi qu'un homme que personne ne connaît, Maël de Calan, consultant chez McKinsey France. Révélé par le Canard enchaîné, la présence du cabinet de conseil américain surprend certains participants de la réunion. Selon plusieurs sources, le ministère de la Santé aurait fait appel à leurs services pour soulager ses équipes, épuisées par des mois de crise sanitaire.
Appeler le géant américain en renfort pour aider à vacciner les Français. À l'Assemblée nationale, les élus d'opposition crient au scandale. McKinsey n'aurait rien à faire là. Quand vous êtes un cabinet privé, vous importez les méthodes du privé. Voilà. Moi, je pense que le privé n'a rien à faire là-dedans. On n'a pas en interne suffisamment de compétences avec tout ce qu'on dépense. Ça prouve qu'il n'y a plus d'État ou alors qu'il n'est pas bien dirigé. J'ai vu les liens de proximité étroits entre ce cabinet et l'exécutif actuel. Écoutez, quand on voit les missions qui sont confiées à McKinsey comme à d'autres cabinets, on est quand même assez stupéfait. Pour vous donner 2-3 exemples, pour parler de McKinsey, McKinsey, comme vous l'avez dit, est intervenu dans la gestion de la pandémie. Oui. C'est quand même ce cabinet qui a organisé toute la vaccination en France, qui a piloté la stratégie de vaccination en France. Il y a eu des dizaines de consultants qui sont arrivés à Santé publique France, qui ont, entre guillemets, pris la place de fonctionnaires et qui ont décidé comment organiser cette vaccination. Autre exemple, et peut-être encore plus stupéfiant, le cabinet McKinsey s'est vu confier une mission de conseil par le ministère de l'économie et de la finance pour savoir où est-ce qu'on allait faire des économies dans le budget de l'État. C'est un contrat de près de 18 millions d'euros qu'il a remporté par Bercy, et pourtant Bercy n'était pas au courant que McKinsey ne payait pas d'impôts. C'est ce qu'on raconte dans notre livre. Cela montre, si vous voulez, l'emprise de ces cabinets de conseil, effectivement, sur l'État. Oui, c'est une ingérence dans les affaires de l'État même, quoi. C'est ce qui a été dit par la commission d'enquête également au Sénat, je crois. Hein. Oui, on partage le même constat. Nous, ce qu'on raconte véritablement dans l'enquête qu'on a fait avec Caroline Michel, c'est comment ces cabinets de conseil, qui quand même facturent leurs services plus d'1 milliard d'euros par an à l'État, voire 1,5 milliard d'euros par an à l'État, sont présents dans tous les secteurs. Même là où on ne les attend pas, par exemple, sachez que les cabinets de conseil ont une mission de stratégie pour le ministère de la Défense, pour nos armées. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, pendant des années, on a décidé qu'il y aurait moins de militaires en France, ce sont ces cabinets qui ont été appelés à la rescousse pour savoir où est-ce qu'on allait faire les coupes. Ouais. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce cabinet a abusé de l'État français ? Écoutez, ça c'est pas à moi de dire qu'il a abusé. Ce qui est sûr, c'est que ce cabinet est extrêmement présent dans l'État et que c'est très gênant politiquement cette affaire. Pourquoi c'est gênant ? En un mot, parce que la personne qui est au sein de ce cabinet est responsable des services publics, c'est-à-dire la personne qui passe les marchés avec l'administration. Cette personne s'appelle Karim Tadjeddine. Karim Tadjeddine est un proche d'Emmanuel Macron. Ils se connaissent depuis très longtemps et si vous voulez, Karim Tadjeddine a coécrit un livre qui a été préfacé même par Emmanuel Macron, et Karim Tadjeddine, on le sait, a participé à la campagne électorale. Il était dans l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Tout à fait, oui. Et il y a encore plus grave, et là c'est c'est la fin de tout, c'est que Emmanuel Macron, quand il était chez Rothschild, a assuré la vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé. Oui. Bon. Et donc, la boucle est bouclée. Alors après, vous allez me dire, il a le droit d'avoir assuré la vente d'une filiale de Pfizer à Nestlé. Il a le droit de prendre un cabinet d'études qui a conseillé Pfizer. Et il a le droit de confier la stratégie vaccinale pour acheter pour des milliards d'euros un produit expérimental à Pfizer. On a le droit de faire n'importe quoi, oui. Et alors il dit, allez me chercher si c'est du pénal. Il n'y a aucun contrat qui est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics. Faux ! Mise en concurrence, transparence, responsabilité de celles et ceux qui signent. Donc tout est clair là-dessus. Non mais donc, oui, sinon c'est du pénal. D'accord. Et donc que quiconque a la preuve qu'il y a une manipulation mette le contrat en cause au pénal. Bon, mais le problème c'est qu'il n'a même pas compris, ou il fait semblant, que moralement c'est pas acceptable. Oui. Et qu'il n'y aura plus de confiance publique. En qui on peut avoir confiance quand le chef de l'État démantèle l'État et le donne à des intérêts privés? Voilà, c'est tout. Après, ces intérêts privés, est-ce qu'ils ont abusé, est-ce qu'ils n'ont pas abusé, qu'est-ce qui s'est fait, je ne peux pas vous dire. Alors j'ai demandé ce matin le parquet financier. Parce que quand Fillon s'est fait acheter un costard, ce qui n'est pas bien, ou a employé sa femme, il y a eu le parquet financier dans la minute, en pleine campagne présidentielle, et là on est en pleine campagne présidentielle, et il y a un scandale à 1 milliard, c'est plus cher qu'un costard, et il y a pas de parquet financier. Donc j'attends. Avis de recherche.
Vous pouvez lancer auprès des si le avis parquet de recherche. financier est là ce soir, Si le parquet s'il peut financier faire existe quelque en chose, France, s'il peut faire quelque chose, avis de on est recherche. preneur. On est preneur. Voilà, enfin, moi, les bras m'en tombent. Enfin, heureusement qu'il y a une table, quoi. Et ben justement, on tombe dans le programmatique, on fait la liaison. Nicolas Dupont-Aignan, Dupont-Aignan, président de la sans République, liaison. qu'est-ce qu'il fait contre ces Ah bah d'abord, je cabinets de n'utilise conseil plus les cabinets de conseil hors informatique parce que je Oui. ne sais pas s'il y a les compétences informatiques de côté de l'État. Encore qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, mais qu'importe. Donc déjà, j'économise 450 millions, je barre. Fini. Rien. Nada, zéro. Voilà. Parce qu'il y a des hauts fonctionnaires, il y a des fonctionnaires, il y a des gens très bien. Ils doivent être très capables de travailler. Oui. D'ailleurs, dans le rapport du Sénat, c'est intéressant ce rapport du Sénat, parce que c'est pas moi qui dis ça. C'est pas des opposants politiques. C'est un député communiste, une sénatrice communiste, pardon, et un sénateur, je ne sais plus de quel parti. Donc c'est une commission bipartisane, et le Sénat n'a pas l'habitude de faire des rapports incendiaires par hasard. Donc c'est vraiment un rapport sérieux. Oui. Ils ont enquêté pendant des mois. Ah oui, j'oubliais, mais vous le savez déjà, vous l'avez appris, c'est qu'en plus, l'État a confié des centaines de millions d'euros à McKinsey qui ne paye pas ses impôts En France. Voilà, et Oui. qui est dans une filiale de paradis fiscal au Delaware. Madame la rapporteure, je vais répondre à vos questions. Je rappelle que j'interviens en tant que responsable du pôle secteur public et pas en tant que directeur général de McKinsey France. Voilà, je précise ce point. Et voilà. McKinsey France est enregistré auprès du registre des sociétés. L'ensemble des contrats de travail est porté par cette société de droit français et l'ensemble du chiffre d'affaires est porté par cette société de droit français. L'élément que vous mentionnez, c'est que nous sommes organisés en forme de succursale, voilà, rapportant à l'entité mère qui est basée au Delaware, mais l'ensemble de nos activités, secteur public, secteur privé et l'ensemble des contrats de travail sont portés par cette société de droit français. Est-ce que ça signifie que vous êtes soumis aux impôts français comme n'importe Bien quelle sûr. société? Bien sûr, Monsieur le Président. Tu mens, il ment. Bon. Ah oui, j'oubliais, non mais parce que c'est vrai qu'il y a aucune, il y a rien, comme ils disent. Ah oui, j'oubliais. C'est que McKinsey fait encore des prestations gratuites pour l'Élysée. Gratuite. Gratuites. Ces gens ont le sens du bénévolat. Voilà. Et ils ont aussi mis à disposition des consultants pour l'élection d'Emmanuel Macron. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde. Et ces consultants n'ont pas été retracés dans la commission des comptes de campagne pour le compte présidentiel de 2017. Ouais. Ça commence à faire lourd. Ça va commencer à faire beaucoup, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il est tard dans la mesure où les médias français n'en parlent pas, ou très peu. Pour l'instant, même Silence Pascal radio. Praud, qui joue pourtant les grands... S'il en a parlé, je crois peut-être. Non, ce dont il En n'a tout pas cas, il n'y a parlé, rien à c'est- TF1. Il n'y a rien. Et à chaque fois que j'en parle, je vois les éditorialistes sortir les gros yeux du complotisme. Voilà, me tordre le nez. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais moi, je dis la vérité contre... Je veux dire, ça aurait été un autre, j'aurais fait pareil. C'est pas le problème. Si vous voulez, les gens sont suffisamment écœurés par la vie politique qu'on ne peut pas continuer comme ça. Voilà. Et donc, je leur dis, allez voter. Parce que si vous n'allez pas voter quand vous voyez ça, ben moi, je veux vous dire, vous êtes foutus. Je le dis, mais parce que je passe ma vie à raconter. Mais je veux dire, si vous n'allez pas voter aujourd'hui, c'est que vous êtes masochiste. Voilà. Oui, vous avez envie. Je veux dire que après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je peux plus rien pour vous. Hein. Oui, au moins, Je le allez dis voter. franchement. Votez peut-être pour un autre si vous voulez pas de moi, mais par pitié, allez Ils sont voter. pas nombreux à le dire. Par pitié, allez voter. Voilà, faites ce que vous voulez, mais allez voter. Mais vous savez, si 47 millions d'électeurs allaient voter, mais c'est un tsunami politique. Vous savez pas qui. Moi, je peux être au second tour, d'autres peuvent l'être. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Mais il faut qu'ils aillent voter. McKinsey avait, donc, on le disait, notamment conseillé sur la politique vaccinale, ce qui explique peut-être les retournements qui nous ont tous interrogés. Pourquoi Macron nous avait promis pas de passe, puis passe, pas de confinement, puis confinement, pas de vaccin obligatoire, puis, on va le dire, une vaccination quasiment obligatoire, sauf si on a décidé de se passer de vivre. Qu'est-ce que vous feriez, président de la République? Vous allez hériter du pass vaccinal, de plein d'outils qui ont été mis dans notre juridiction. Suppression de l'état d'urgence sanitaire qui est valable jusqu'au 31 juillet. Oui. J'ai bataillé toutes les nuits, j'ai fait des vidéos, tout le monde les a vues. Enfin, tout le monde, ceux qui ont regardé. Ceux qui étaient insomniaques ou matinaux. Mais sérieusement, faut tout supprimer tout de suite. Tout passe vaccinal, tout passe sanitaire, tout. Et j'insiste, actuellement, il n'est que suspendu. Suspendu, oui. Et il est maintenu actuellement, le pass sanitaire, à l'hôpital,
dans les EHPAD. C'est-à-dire, vous n'êtes pas vacciné comme moi, vous ne pouvez pas accompagner un enfant à l'hôpital. Vous ne pouvez pas aller voir une personne âgée dans un EHPAD. D'accord. Sans faire un test payant. Oui. Donc, je veux dire qu'il y a quand même un problème. Donc, je supprime tout ça, je réintègre les soignants exclus, je les ai reçus à Lille aujourd'hui encore, je les indemnise, je rembourse ce qu'on leur doit, et j'ouvre la haute cour de justice pour les criminels qui ont géré cette crise. Voilà. Et à plus large... c'est la haute cour qui décidera. Oui. Pas moi. Donc, ouvrir des lits d'hôpitaux. Ils ont enfermé 17 300, dont 5 700 pendant la crise du Covid. Je voulais rouvrir le Val-de-Grâce, j'ai fait 15 vidéos devant. Bon, ben, je me suis époumoné tout seul devant mon Val-de-Grâce vide. C'est quand même complètement dément. On manquait de lits. Macron fait du cinéma avec sa tante, c'est tout juste, il n'était pas déguisé en colonel. À Strasbourg, vous vous souvenez, avec toutes les télés, les lits qu'on déménage avec des avions, des pimpons, ridicule, alors qu'il y a un hôpital du Val-de-Grâce avec 400 lits, qui est libre, qui est vide depuis 4 ans. En 2 mois, il est repeint. Il y a des infirmières anesthésistes à la retraite qui sont partis il y a 1 an en retraite, qui auraient été ravis d'aller au Val-de-Grâce bosser. Et puis, on peut faire la même chose en province. Bon, bref, on s'est moqué de nous. Voilà. Moi, je supporte pas qu'on se moque des gens. Voilà, c'est mon défaut. Et donc, j'ai dit ce que je pensais. Et il y a une autre politique. J'ai publié un plan B. On a tout fait. Bon. D'accord. Dans l'indifférence générale. Et puis, dans l'insulte des journalistes du système. Voilà. Des éditorialistes, parce qu'il y a journalistes et éditorialistes. Beaucoup se sont décrédibilisés pendant cette crise. Oui, mais vous savez, quand vous êtes invité à LCI et que vous avez écouté le CRIEF, qui vous sort devant vous par surprise une vidéo du macroniste connu qui était dans un lit en réanimation. Oui. Qui d'ailleurs, à mon avis, s'est fait vacciner 4 fois avant. Enfin bon, bref, je ne veux pas le calomnier, le pauvre. Oui. Et qui était là, je suis mourant, je suis ressuscité grâce au vaccin. Bon, alors qu'on le connaît par cœur. L'antivax repenti. Oui, voilà. Oui. C'était une histoire cousue de fil blanc. Bon. Et que vous êtes là et qu'on vous dit, monsieur Dupont-Aignan, vous êtes un horrible bonhomme, vous voyez ce pauvre monsieur qui allait mourir. Et moi, je savais que c'était un militant macroniste. Qu'est-ce que vous voulez dire à ça? Les gens, la petite mamie devant son poste, elle dit, mais ce monsieur Dupont-Aignan, il est dangereux. Voilà. Donc, c'est la manipulation à toute épreuve. Heureusement, les gens commencent. Il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'on a forcé les gens à se vacciner. Enfin, ils nous ont forcés. Beaucoup se sont vaccinés parce qu'ils ne pouvaient pas vivre autrement et travailler. Bien sûr. Moi, c'était facile. Je pouvais travailler en n'étant pas vacciné, mais il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas. Et puis, il y a eu 90% de vaccinés adultes. Et il y a eu 20 millions de contaminations avec Omicron. donc, je ne vois pas en quoi la vaccination empêche la transmission, comme l'avait dit Macron le 12 juillet. J'ajoute que 1 mois après, Delfrécy, qui n'est pourtant pas un saint, et que j'aime pas trop, avait quand même écrit que la vaccination n'empêchait en rien la transmission. Et on a vacciné les gens et on leur a dit, promenez-vous dans le train, allez au cinéma, enlevez tout, c'est génial. Donc voilà, je pense que la vérité, elle apparaît. Oui, mais je suis trop long sur ce sujet, je pourrais pas parler des heures, parce que j'ai tellement bossé là-dessus. Mais je veux dire, alors si, ce que je veux dire aussi, j'ai appris aujourd'hui, ça c'est un scoop que je vous livre, que ça y est, à nouveau, les professionnels de santé viennent de recevoir leur commande de vaccin, post-présidentielle, c'est-à-dire, j'ai une infirmière que j'ai vue si Macron est réélu, il reçoit... C'est-à-dire qu'à nouveau, ça y est, ils viennent tous de recevoir leur commande, et ça s'était interrompu pendant 1 mois. Et donc, quand on a publié la liste qu'il y avait sur le site du ministère de la Santé des commandes de vaccins, qui étaient interrompues jusqu'au 8 mai, c'était pas de la rigolade. C'est-à-dire que là, ça y est, on est 15 jours avant le premier tour, 1 mois avant le second, la direction du ministère de la Santé vient de relancer les professionnels de santé pour commander leurs vaccins. Donc, je le dis, mais vraiment je le dis, et je suis le seul candidat d'ailleurs à avoir été clair sur ce sujet. Maintenant, il y en a certains qui disent oui, je supprimerai, mais enfin à l'époque, Zemmour, il disait ça me gêne pas d'être vacciné, ça me gêne pas. Oui, il a changé d'avis au gré du vent. Bon. Dans ces domaines, il ne faut pas changer. Voilà. Donc moi, je suis le seul candidat, c'est pour ça que j'ai mis choisir la liberté. Je suis le seul candidat qui est clair. Si Macron est réélu, vous êtes tous bons pour la 4e dose. Et bon courage, mais sans moi. Hein. Très bien. Bon, on est obligé de préciser pour des raisons légales, bien évidemment, que les propos sur la vaccination qui sont tenus n'engagent pas la rédaction et patati et patata, et on s'en fout. C'est clair. Et un autre sujet que la communauté aurait voulu qu'on aborde, c'est le sujet de l'Union européenne. Zemmour
nous a dit, à la grande surprise de beaucoup de gens qui l'avaient suivi pendant des années, qu'il était aujourd'hui impossible de sortir de l'Union européenne puisque cela créerait plus de dégâts, en étant assez évasif sur la question. Vous avez une idée, c'est l'Union des nations libres que vous envisagez comme un système Même alternatif. pas union, j'enlève le mot union, communauté. Communauté des nations libres. Ça a un sens. Justement, est-ce que vous pourrez nous expliquer ce sens? Bon, c'est simplement que je veux substituer à cette horrible Union européenne qui nous ruine et qui nous fait du mal. Je veux substituer une communauté, c'est-à-dire un accord intergouvernemental avec ceux qui veulent, pour régler ce qui restera de l'Union européenne. Par exemple, l'Angleterre est sortie, mais a quand même un accord commercial. Voilà, donc il faut quand même un accord. Si on n'est plus dans l'Union européenne, il faut un accord pour réglementer les choses. Bon. Donc, un accord qui réglemente nos rapports avec nos voisins, et puis des coopérations à la carte, projet par projet, sur la base du volontariat et du juste retour. Système Airbus, système Ariane. On revient un peu à l'Europe des 6. On revient à l'Europe gaulienne, c'est-à-dire chaque pays est libre, il maîtrise ses frontières, ses lois, son budget, et chaque pays peut travailler avec les autres sur des projets communs, là où l'Europe, individuellement, chacun des pays n'est pas assez fort vis-à-vis de la Chine ou des États-Unis, où on a besoin de se muscler. Parce que la confusion mentale très habile faite par les européistes supranationaux, c'est d'avoir fait croire aux gens qu'il fallait être européen parce qu'on était plus fort vis-à-vis des autres. Mais pas sur les domaines où il faut être fort. Et c'est ça le grand paradoxe de l'Union européenne, c'est incroyable. C'est que sur tous les domaines où on aurait dû travailler avec nos voisins, l'Union européenne est à poil. Le numérique, la transition énergétique, le nucléaire, les armées, tout. Tout, on aurait pu faire des économies d'échelle. Pas être d'accord sur tout, mais faire des économies d'échelle. Autant avoir un avion plutôt que d'acheter des F-35, bon, c'est pas hostile. Mais tout ça, ils ont dit non. On dirait que le Rafale, on a quand même eu raison de ne pas y aller. Complètement. Mais ils ont dit non. Et en revanche, tout ce qui enferme les peuples et tue leur démocratie, leur spécificité, leur identité, leur richesse, ils ont voulu tout mettre en commun. Donc c'est complètement débile. Ils ont fait ensemble ce qu'il ne faut pas faire ensemble, et ils n'ont pas fait ensemble ce qu'il faut faire ensemble. Mais quand je dis des coopérations, c'est pas à 27, c'est 2-3 pays, pas plus. 4-5 maximum. Vous avez déjà fait un exposé quand j'étais petit en classe. Personne n'a jamais fait un exposé à 27. Non, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Donc déjà à 4, c'est difficile. Donc voilà. Et puis déjà se marier à 2, c'est compliqué. Donc vous imaginez un mariage à 4, si c'était, ça serait difficile. À 27, n'en parlons pas. Ça serait autre chose. Bon, donc ce que je veux dire, c'est insupportable. Voilà. Donc moi je veux remettre d'aplomb. Alors j'emploie toujours la même image. Tout le monde se fout de moi, mais la copropriété, elle n'est pas con mon image de copropriété. C'est que dans un appartement, là il y a une porte, c'est la frontière nationale. Et puis c'est pas le syndic de cet immeuble qui décide à quelle heure vous allez éteindre la lumière ici, et ce que vous allez manger. Donc le syndic, je le refous à sa place, il entretient les parties communes, parce qu'il peut y avoir des parties communes à l'immeuble européen. Voilà. Si mes partenaires refusent, donc j'arrive au pouvoir, j'ai toujours dit la même chose, je soumets le traité, il est écrit, il est sur Internet, vous pouvez le trouver d'ailleurs, il faut qu'on vérifie bien s'il y est, mais normalement il y est. Faut le faire mettre. Il est écrit, je l'ai écrit en 2006, avec des Danois, de tous les pays. Un insert. Il est écrit. On le soumet à nos partenaires. Et on dit 4 choses. La France est de retour. Elle ne donne plus d'argent à l'Union européenne. On coupe les vivres. Déjà, on s'en sentira mieux. Intégralement. Intégralement, on suspend. On suspend, on dit voilà. On renégocie, donc on ne paye pas un contrat. Le syndic, il m'a tellement pris d'argent, je coupe. Et ceux qui vous répondent la PAC? Non, la PAC, de toute façon, on donne plus qu'on reçoit, donc il n'y a pas de problème. On pourra la financer nous-mêmes. Deuxième point, les travailleurs détachés payent les charges sociales en France et non plus dans leur pays d'origine. On les autorise toujours, mais ils payent les charges sociales. Troisièmement, on rétablit nos frontières, on met une porte à l'appartement. Et quatrièmement, on n'obéit plus à la commission de Bruxelles, Madame von der Leyen. Stop, on la bâillonne, vous savez, comme dans Astérix, vous mettez un bâillon, comme la chanteuse ou le chanteur, je sais plus. Voilà, on arrête. Et on va discuter. Il y aura une petite ambiance frisquette en arrivant. C'est possible. C'est possible. Mais il y aura un immense espoir dans les autres peuples. Les Italiens, mais hurleront de joie. Il y aura des peuples qui seront heureux.
de se dire mais enfin la France c'est la France. Et puis après il y a deux solutions. Soit ils veulent qu'on fasse comme les Anglais, mais bon on s'en va. Tant pis pour eux. Soit ils ont conscience que si la France s'en va après l'Angleterre, il ne restera pas grand-chose. Et donc, parce qu'après c'est les Italiens et puis c'est fini. Et là, je pense que moi, il y aura une espèce de volonté de négocier. Et on négocie. Et après tout ça, c'est adopté par référendum au bout de 6 mois. Tout à fait. Et c'est pourquoi Florian Philippot m'a soutenu. Oui. Florian Philippot est sur une ligne un peu plus dure, le Frexit, sec, ce que j'appelle. Moi, je pense qu'il faut donner une chance à une coopération avant de dire je m'en vais. Avec un rapport de force positif. Avec un rapport de force. Parce que je pense que les Français ont peur du Frexit sec. Alors qu'on se trompe, parce qu'en fait, entre Florian Philippot et moi, il n'y a pas tellement de différence, parce que le Frexit sec, on l'a vu avec les Anglais, il y a quand même un accord intergouvernemental. Oui. D'ailleurs, c'est très marrant. C'est qu'ils vous ont tous dit, le Frexit c'est épouvantable, le Brexit c'est épouvantable, ça va être l'apocalypse, l'Angleterre allait se sombrer sous l'Atlantique. Et puis à la fin, Mme Merkel a voulu vendre ses BMW et ses Mercedes, et nous notre vin. Oui. Bon, donc on a cédé sur toute la ligne. Et je vous rappelle, parce que personne ne le dit, que la City vient de se voir décerner une nouvelle autorisation d'exercice en coopération européenne. Ah oui? Oui. Personne ne le dit. Bruxelles vient de renouveler l'agrément pour la City. D'accord, ok. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut partir. Hein, je le dis aux Français qui ont peur. On peut partir. Hein. On ne sera pas malheureux. On aura un accord de libre-échange. On ne fera pas les charrettes sur le dos. Voilà. Et puis, on fera une économie de 10 milliards. On la rendra aux retraités. Moi, je réserve cet argent pour les retraités. Pour les retraités. Pas de réforme de 65 ans. On paiera les retraites avec l'argent de l'Union européenne. D'accord. Enfin, qu'on verse à l'Union européenne. Attention. On a réglé déjà une partie du problème. On a réglé le problème des retraités français, de la dignité. Et en plus, ça gêne personne parce que Chirac et Jospin donnaient 2 milliards par an à l'Union européenne, net, entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Ok. Aujourd'hui, on est à 10. Demain, à 15 avec Macron. Plus que l'enseignement supérieur en France. Donc, je vois pas pourquoi on donnerait de l'argent à Madame von der Leyen, aux Turcs, aux Polonais. J'ai rien contre les Turcs et les Polonais. Enfin, si les Turcs un peu plus que les Polonais. Mais disons, je veux dire franchement, je vois pas pourquoi on subventionnerait nos voisins qui prennent nos entreprises. J'ai toujours pas compris. Moi, je sais pas si ici vous subventionnez votre voisin de palier pour qu'il vienne se nourrir dans votre frigidaire. Il y a un truc que j'ai pas compris, voilà. Donc maintenant, on arrête. On arrête, la France n'est plus le dindon de la farce européenne. Pour ça, il faut que les Français aient du courage. Voilà. Dindon de la farce européenne et puis dindon de la farce, américaine, ah bah ça, états-unienne. Ça, c'est l'autre volet. C'est l'autre volet. Vous voulez sortir de l'OTAN? Du commandement militaire intégré de l'OTAN dans un premier temps. Je me fais, allez, on va faire, je vais me faire router le Krief. Oui, mais à l'heure de la Russie de Poutine, n'est-ce pas une folie? C'est sûr, Madame Routel-Krief. Ça peut paraître dangereux, mais Madame Routel-Krief, est-ce que vous savez que le commandement militaire intégré nous empêche d'avoir notre indépendance stratégique et que c'est la main dans l'engrenage et que c'est ce qui explique pourquoi le président de la République passe pour un guignol aujourd'hui. Oui. Parce qu'en fait, il a eu raison d'aller discuter avec Poutine, tout le monde lui est tombé dessus, là, c'est injuste. Mais c'est idiot parce qu'il va discuter avec quelqu'un, mais il n'a pas de mandat propre. Il est le représentant d'autres. Si le général de Gaulle avait été discuté avec Poutine, il aurait été en tant que général de Gaulle et la France. Oui. Si Dominique de Villepin avait été discuté avec Poutine, il aurait été la France. Voilà, c'est tout. C'est la différence entre un télégraphiste et un homme indépendant. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, moi, je veux sortir du commandement militaire intégré de l'OTAN. Sur l'Ukraine, j'aurais dit exactement ce que j'ai toujours dit. J'ai retrouvé une vidéo de 2015 qui est intéressante parce que j'ai dit la même chose. Donc, c'est une chance. On nous enverrait le lien, on la mettra en insert. Voilà. Donc, la vidéo de 2015, vous l'avez. J'avais dit quoi? Neutralité de l'Ukraine, autonomie constitutionnelle du Donbass, voilà, accord de paix européen. C'est ce qu'avait demandé Chirac en 2006 à Poutine, qui avait accepté les Américains en dignette, enfin plutôt non. Et ça, personne ne le dit. Il y a eu un article très intéressant dans le Figaro de Gourdeau-Montagne, l'ancien conseiller diplomatique de Chirac, qui a raconté qu'il avait été voir et que Madame Condé-Taylor, je ne sais plus son nom, Rice, qui était la ministre des Affaires étrangères américaine, je ne sais plus de quel président, ça devait être Obama, a dit niet, la France n'a pas le droit de bloquer l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Bon. Donc vous voyez où on en est. Oui. Tout était prévu.
Il fallait dire stop. Et la France aujourd'hui, si elle avait eu cette position de réconciliation, mais serait prestigieuse dans le monde entier, parce que n'oublions pas que là, c'est les Occidentaux qui sont en minorité. Les pays africains ont refusé les sanctions. L'Inde, l'Iran, la Chine. Donc, la France, pour moi, la France doit parler au monde à partir de ce qu'elle estime être juste. Il ne s'agit pas d'être dans les bras de Poutine, hein. Oh là là, pas du tout. Mais il s'agit de dire à Poutine, c'est une énorme erreur ce que vous venez de faire, parce que je pense en fait que c'est une très grave erreur. Mais malgré tout, les Ukrainiens ont tort sur un point. Et les torts sont partagés, même si l'agresseur est russe. Donc, alors, le sens de la nuance dans le retour au macartisme atlantique face à des Russes qui ils sont pas allés correctement, ça fait beaucoup. C'est dur à porter comme discours. Mais je pense que les Français ont un cerveau. Voilà. Donc j'espère. Et en tout cas, beaucoup m'ont écrit en me disant merci. Parce que je suis le seul à oser le dire. Oui. Zemmour a essayé un peu, puis après il a rétropédalé. Mais c'est vrai qu'il y a aussi quand même, dès qu'on essaie de parler de ce sujet-là, il y en a par exemple Mélenchon qui n'est pas du tout Mélenchon l'a dit, politique. Alors il dit oui Poutine quand même, et le lendemain tout le monde lui dit il est pro-Poutine. On bricole n'importe quoi. C'est très dur ce sujet. Mélenchon d'ailleurs, je retire, même s'il a dit des méchancetés contre moi, je ne sais pas sur quoi. Je maintiens, il a été correct. Mais je vais vous dire, ce matin j'étais à France Info, et puis heureusement ma directrice de campagne me met un SMS. Avant mon arrivée, il m'avait dit nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, l'un des grands soutiens de Vladimir Poutine. C'était ça le titre de la pige? C'était ça. Ah ouais, d'accord. Grave quand même. Ils ont peur de rien. Et donc j'ai été obligé de faire un démenti pendant l'émission, et comme par hasard, il n'y avait pas de questions sur l'Ukraine. Je me dis, c'est quand même bizarre, ils sont vraiment gentils aujourd'hui. Ah, en plus, ils auraient fait ça sans poser de questions. Bien sûr. Bah oui. Et à la fin, in extremis, j'ai rattrapé le tir. Et j'ai dit, mais attention, vous dites quoi? Parce qu'en fait, on reprend une phrase partout. Ah, ça, toute la presse mainstream reprend la même phrase. Quand il y a eu les attentats au Bataclan, oui, et que Hollande et je ne sais plus quel président c'était, américain, combattaient Assad au lieu de combattre l'État islamique. J'ai dit, et je ne le regrette pas, j'ai dit Poutine est le seul homme d'État, parce que c'est le seul qui a compris le vrai danger, et lui, il combat l'État islamique. Les médias nous disaient à l'époque que Bachar el-Assad, c'était le diable. C'était l'islam radical, que c'était Daesh. Alors que complètement faux. C'est bien sûr. 10 minutes d'études sur la géopolitique de la Syrie permet de le voir, mais bon. Et à l'époque, j'ai dit cette phrase. Et évidemment, ils ont ressorti la phrase. Dupont-Aignan qui estime que Vladimir Poutine est le plus grand chef d'État, le seul chef d'État qui existe. Au moment où Vladimir Poutine bombarde des maternités ukrainiennes, évidemment. Évidemment. Donc je le dis. Est-ce qu'on peut avoir une pensée géopolitique un peu avec du recul? Parce que si on veut être président de la République, c'est parce que quand même on estime avoir le devoir de protéger des millions de Français et d'essayer d'avoir la paix dans le monde. Voilà. Mais moi je propose que vous fassiez une souscription là pour offrir un battle dress à M. Bernard-Henri Lévy, et puis vous l'envoyez par un avion au Donbass et vous le laissez, vous savez, comme dans Koh-Lanta. Voilà, on le laisse. Vous le mettez et puis il va nous dire comment il se bat. Voilà. Parce que c'est tellement facile. Il fait des tags. Il a dit qu'il faisait des tags, qu'il avait tagué liberté, égalité, fraternité sur une barricade à Odessa. Non, voilà. Mais il a mis le feu quand même, parce que Nicolas Sarkozy a eu la bêtise de l'écouter en Libye, et ils ont foutu le feu à toute l'Afrique. Non, mais je veux dire la réalité. Parce que si vous voulez, ce qui est grave, c'est pas que M. Dupont-Aignan soit ridiculisé à la télé. Ça. Ce qui est grave, si vous voulez, c'est que ces gens ont déstabilisé l'Afrique. Oui. Bon, c'est qu'ils ont déstabilisé le Moyen-Orient. Les seuls régimes laïcs du Moyen-Orient. Et que si on n'avait pas eu Chirac et Villepin, je ne sais pas dans quel état serait la France aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, beaucoup de défauts de Chirac, et je l'ai beaucoup critiqué sur l'Europe, mais sur l'affaire politique étrangère, c'était le dernier qui avait encore l'esprit clair. C'était notre dernier coup d'éclat, le Villepin. C'est la dernière fois où la France a parlé. A existé. Elle a existé. Monsieur le Président, à ceux qui se demandent avec angoisse quand et comment nous allons céder à la guerre, je voudrais dire que rien, à aucun moment, au sein de ce Conseil de sécurité ne sera le fait de la précipitation, de l'incompréhension, de la suspicion ou de la peur. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité
et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays, la France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Avec la guerre justement en Russie, Ukraine, il va y avoir une conséquence pour nous en France. Terrible. Une crise économique monstrueuse, on va pas se mentir. L'énergie, ça va exploser, le coût de la vie aussi. Bien sûr. Comment Nicolas Dupont-Aignan, président, il évite un retour des Gilets jaunes? D'abord, les Gilets jaunes sont mes amis. Je ferais comme dans Tuche Président. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'aime beaucoup Tuche Président. Je trouve ça très bien, ça fait la honte de ma famille. Mais j'aime beaucoup quand Tuche Président redresse les patrons du CAC 40 et invite dans la cour de l'Élysée les Gilets jaunes. Voyez. Si je vous dis ça, c'est pas pour faire de la provocation, c'est parce que je le pense vraiment. Il y a des Gilets jaunes, pourquoi? Parce qu'on a porté atteinte à la dignité de l'homme dans notre pays, de la femme, de ceux qui travaillent. Et qu'est-ce que je fais? J'essaye, de résoudre le problème ukrainien à la source. 2, et donc de protéger au maximum les Français des conséquences de ce conflit de guerre civile, en fait. Alors, je vais vous provoquer. Mais la crise ukrainienne, c'est quasiment une guerre civile. Ce sont des peuples frères, très proches. Et plus c'est proche, plus la guerre est atroce. Parce que ce sont des familles brisées, c'est horrible ce qui se passe. D'où l'importance de désamorcer ça. Et puis deuxièmement, je prends des mesures de précaution pour éviter les souffrances des Français, c'est-à-dire plafonnement du litre à 1,70 €. Ça coûte une fortune à l'État, puisque si on est à 2,20 €, il y a une différence. Mais je le fais tout de suite. Indexation des pensions de retraite pour sauvegarder les retraités avec l'argent de Bruxelles. Et puis augmentation de 8% du salaire. Du SMIC? Non, du salaire net, jusqu'à 3 SMIC, financé par la baisse des charges salariales pour pas que ça pèse sur l'entreprise. Okay. Mais financé par des économies ailleurs. Il faut être honnête. D'accord. Ça, c'est les mesures. Mais le plus important, c'est aussi, pour financer le plafonnement de l'essence, je fais un impôt sur la solidarité exceptionnel sur les grandes fortunes financières. C'est ce que j'allais vous demander. Et les grandes entreprises. De demander une taxation, justement. Je l'ai proposé. Oui. Au-dessus de 10 millions d'euros, en excluant la résidence principale. De patrimoine. Oui. Okay. Et je taxe les super profits pétroliers, qui ont augmenté, qui ont explosé, mais je maintiens Total en Russie, parce que c'est la seule entreprise qu'on a, et vous voyez bien que derrière, ils veulent tuer Total. Troisièmement, je taxe les GAFAM qui se sont enrichis incroyablement pendant la crise du Covid. D'accord. Donc je finance mon plafonnement d'essence. Alors peut-être pas à 100%, mais disons qu'à mon avis, on le finance aux 2/3. Et comme c'est temporaire, parce que j'espère régler le problème de l'Ukraine, ou du moins ne pas en subir trop les conséquences, voilà. Ça, c'est une action d'urgence. Okay. Je plafonne aussi, je fixe des prix dirigés, je bloque les prix de produits de base. J'avais déposé une proposition de loi, je ne sais plus, il y a 2 ans ou 3 ans, pour mettre en place un blocage. Alors, je crois que c'était une exonération de TVA ou un blocage, j'ai plus en mémoire. J'ai demandé qu'on me la ressorte. Et je vais samedi présenter à la presse le caddie avec les produits bloqués. D'accord. Pour que les plus modestes s'en sortent. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible de voir l'explosion des richesses et la misère. On était à Forbach hier, là à Lille. Je veux dire que c'est pas possible, c'est pas ici, quoi. Enfin, c'est pas Paris, quoi. C'est un autre monde. Oui. Et il y a une chute libre du pouvoir d'achat. Mais chute libre. Donc voilà. On est à 10 millions, 12 millions de pauvres, je sais plus. Oui, plus. Ouais. Plus parce que vous avez 12 millions de Français qui ne se sont pas chauffés cet hiver. Avec 900 € de retraite, le quotidien est bien difficile.
Le chauffe-eau est en panne depuis 2 ans. Pour avoir de l'eau chaude, seule solution la gazinière. Le reste de l'habitation se délite depuis des années. Je suis né là, puis j'aurais bien resté jusqu'à mes vieux jours ici. Ça s'appelle être pauvre. Oui, ça s'appelle... mais vous avez... C'est terrible. Et c'est des enfants. Donc, moi, je ne sais pas dans quelle société on vit. Alors, parallèlement, je bloque l'immigration parce qu'on ne peut pas nourrir la planète entière, il faut être honnête. Mais... Ok, ça veut dire, on met un minimum à 10 000, on bloque totalement, c'est quoi? Oui, Je ne peux pas vous dire. Voilà, Je vais pas être franc, zéro n'existe pas parce qu'il y a des étudiants, il y a des conjoints. Enfin, dire qu'on bloque l'immigration, en fait, entre nous, c'est idiot. Légal et illégal. Voilà. C'est que j'essaye de réduire les flux migratoires au maximum pour assimiler ceux qui sont là. Et sauver la cohésion du pays. Voilà. Pour essayer de tenir, pour assimiler, digérer. Parce que le temps doit faire son œuvre. Si on a une école qui assimile, si on a un emploi, si on a une fermeté sur les principes laïques, voilà. Enfin bon. Et c'est ma différence en fait avec Zemmour. Quand j'y réfléchis, parce que tout le monde me pose la question, j'y réponds avant que vous me la posez. C'est bon, on peut la rayer parce qu'elle tombait. C'est qu'en fait, je suis d'accord avec plein de trucs sur ce qu'il dit. Et il est courageux, malgré tout. Mais je n'aime pas sa manière de stigmatiser, c'est le terme. Enfin, du moins, de porter une différence vraiment en fonction d'où on vient. Ça me gêne. Voilà. Et ça me gêne parce qu'en plus, je pense que c'est inefficace. Parce qu'il y a des gens formidables issus d'immigration qui sont plus français que des Français de souche. Et puis, il y a des abrutis, comme partout, qui veulent nous imposer l'Arabie Saoudite. Et ceux-là, ils doivent repartir. Voilà, on est tous d'accord. Mais je veux dire que de là à dire obligatoirement tout... Enfin, je n'aime pas... Je pense que c'est en fait contre-productif. Voilà. Et je pense que j'ai un projet beaucoup plus rassembleur. Je suis trop bavard, c'est à vous de poser les questions. Non, mais justement, c'était par rapport parce qu'il y en avait. Non, mais il y avait que les gens aient pu savoir les réponses à toutes les questions. Il y a eu une grosse augmentation récemment d'un phénomène d'agression sous Emmanuel Macron, agression violente au sein de la société, phénomène nouveau aussi d'agression contre les politiciens. Par rapport au problème justement de la délinquance, de l'ensauvagement à certains, qu'est-ce que vous proposez? Je sais que vous demandez des peines planchées pour les agresseurs de gendarmes et de policiers. D'ailleurs, est-ce que ça marche aussi avec les gilets jaunes? Oui, c'est un scandale absolu ce qui a été fait aux gilets jaunes. Oui. Les gens qui ont été condamnés parmi les gilets jaunes, vous êtes... Je veux une amnistie. Une amnistie? Alors attention, ça dépend quoi. Oui, on est d'accord. D'accord, mais les petites condamnations de délit d'opinion, j'appelle ça du délit d'opinion, c'est amnistie. Très bien. Point. Et c'est évident. Okay. Ce qui a été fait est indigne de la République. Bon. Pour ces violences au quotidien. Alors, ces violences au quotidien, il y a plusieurs choses. Oui. Je dirais 10% pour la police, 90% pour la justice, de part de responsabilité. Ok. Police, ça veut dire quoi? Ça veut dire redonner des effectifs, 30 000. Mais il faut reconstruire des écoles de police, il faut former, on va faire comme ça. Donc c'est compliqué. Donc en attendant, il faut alléger les charges administratives des policiers pour que les enquêteurs et des assistants administratifs, il y a suffisamment d'étudiants en droit qui cherchent du boulot en sortant pour les aider dans les procédures. Allègement du code pénal, code procédure pénale, il faut tout faire pour renforcer pour que le policier soit pas la victime. Et la victime, la super victime. Et le voyou protégé, parce qu'en fait on a un code de procédure pénale qui protège le voyou et les avocats. Bon, voilà. D'ailleurs la boucle est bouclée puisque Dupond-Moretti est ministre de la Justice. Non, protéger les avocats. Non mais protéger les avocats c'est normal, mais ce que je veux dire protéger les avocats des vrais voyous quoi. Oui. Dupond-Moretti ministre de la Justice, enfin c'est un truc personne surpris quoi. C'est comme Dominique Strauss-Kahn à l'égalité homme-femme, il y a un problème. Voilà, exactement. Bon, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, donc la boucle est bouclée. Donc ça c'est le premier point sur la police. Mais sur la police, on a une bonne police qui a été mal dirigée, qui est pas toujours bien organisée, mais il y a des gens bien honnêtes. On doit y arriver. C'est pas très compliqué. Il faut mettre de l'argent, il faut améliorer, mais enfin on devrait y arriver. Après, il y a la justice, ça c'est pas piquer des verres. Parce que la justice, il y a un problème de moyens réels, 2 fois moins quand même par habitant que des pays normaux, Allemagne, Angleterre, 2 fois moins par habitant. Système pénitentiaire à l'os, en Angleterre 100 000 places, en France 65 000 péniblement. Donc si vous voulez, vous ne pouvez pas, avec les moyens qu'il y a, on peut tout dire des magistrats, ils ne peuvent pas faire. Oui. Bon. Ensuite, il y a un autre problème qui est l'idéologie. Syndicat de la magistrature? Oui, mais l'esprit général.
Bon, c'est pas que le syndicat de la magistrature, c'est même parce que c'est quand même les sénateurs et les députés qui ont voté toutes les lois qui empêchent les policiers de faire leur travail et qui font que les délinquants sont dehors. Donc c'est pas seulement, c'est la presse, c'est une espèce de culture de l'excuse post-68 voilà. Donc il y a un problème dans notre société. Donc il faut à la fois faire respecter la loi juste, et puis quand même changer le fonctionnement de la justice. Donc il y a un énorme chantier. Doublement, 40 000 places de prison, changement des lois, c'est énorme. Et ça viendra pas d'un coup. C'est un processus. Donc je dis qu'il faut en 3-4 ans remettre de l'ordre dans le pays. Mais c'est des choses qu'on peut faire parce que ça dépend pas de l'extérieur. À l'exception de certains trucs de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour de justice, mais ça finit la Cour de justice de l'Union européenne, donc on s'en exonère. CEDH, pareil. CEDH, c'est des avis et on peut s'en exonérer sur beaucoup de choses, mais il ne s'agit pas non plus d'être pas dans un état de droit, attention. Donc il faut quand même être mesuré. Mais je pense franchement qu'on peut rétablir l'ordre en France en 4-5 ans si on fait les choses bien, avec vraiment un esprit républicain qui a les moyens. Enfin, ça ne dépend pas de l'extérieur. Sur l'immigration, la laïcité, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont des hommes et des femmes qu'on a fait venir avec leur culture. Et c'est d'ailleurs l'inconscience française et l'esprit de supériorité français. Je fais venir des millions de gens pour travailler dans nos usines. Ils viennent d'une autre culture et ils vont devenir français parfaits, laïcs, tout. Mais l'être humain, c'est pas une pâte à modeler. Et tout d'un coup, tous ces braves gens se disent « Oh là là, on a fait venir des millions de gens de l'étranger, ils pensent pas comme nous. » Ah bah oui, ils sont musulmans, ils ont le droit. Et ils n'ont pas la même culture. Donc, il faut qu'ils s'acculturent, ils s'assimilent. Ça prend du temps. Oui. Et il y en a qui s'assimileront jamais et il faut qu'ils repartent. Pas pour les virer, mais pour leur dire, écoutez... Et sur quels critères? Parce que là, il n'y a pas d'atteinte à la loi. Je vais vous dire un critère. Pas d'atteinte à la loi. Quand je demande qu'on enlève le voile dans l'entreprise, à l'hôpital... dans la rue aussi? Non. Dans la rue, non. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut pas le faire respecter. Voilà. Donc, et puis, c'est pas l'esprit de 1905. Et puis, on peut pas. Donc, je veux dire, moi, je vais pas vous faire des lois qu'on peut pas faire respecter. Ça sert à rien. Donc, déjà, si à l'hôpital, on enlevait les signes extérieurs de religion, si dans les entreprises, on enlevait tout et que ça permettait aux femmes de se libérer et d'évoluer, et c'est pas être anti-musulman. Nasser, je vous renvoie au fameux discours de Nasser à l'université du Caire. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجه قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرحه. كل واحدة تمشي. وأنا قلت له يعني إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس Donc voilà, il faut être ferme, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est des gens qui ont une culture, une identité, et il va falloir qu'il y ait cette assimilation progressive.
Donc il faut bloquer l'immigration, il faut assimiler, mais il y en a pour 20 ans, plusieurs générations. C'est un énorme défi devant nous, hein. Énorme défi. Mais on sait très bien ce qu'il faut faire. Simplement, ça va avoir des zones de frottement. Et là, il faut être très ferme. La France, c'est la terre de l'égalité homme-femme. Point. D'accord. Très ferme. J'ai deux dernières questions sur le programmatique. Avant juste quelques petites questions rapides. Deux questions qui sont beaucoup revenues. La première, on a bien vu que le Covid, c'était un petit peu... pendant cette crise du Covid, on a eu l'impression que toutes les mesures qui ont été prises pour céder aux caprices de ceux qu'on appelle les boomers, qu'on a un peu oublié les jeunes. Première question, c'est quel est votre programme pour la jeunesse? Et la deuxième, ça c'est, on les connaît, ils sont là, on les salue ce soir, nos amis du RIC. Oui ou non le RIC? Alors là, le RIC, je l'ai toujours défendu avant. Chaque fois que quelqu'un arrive, même quand c'est pas un politicien, il a le droit au RIC, de toute façon. Oui, mais je vais vous dire, le RIC, je l'ai défendu avant qu'il soit inventé. Voilà. Parce que si vous regardez mon programme, j'ai retrouvé ma profession de foi de 2012. Référendum, je l'appelais le RIP, référendum d'initiative populaire. Donc, voyez. Donc, moi, j'ai pas attendu le mouvement des Gilets jaunes pour sortir mon RIC. Je l'ai toujours proposé. Et je l'ai fait dans ma ville. Enfin, je l'ai fait. J'ai pas fait un RIC, puisque c'est moi qui ai décidé en tant que maire. Donc, j'ai octroyé un référendum. Je ne l'ai pas suscité par la population. Mais contre le préfet. Pour fermer une patinoire, en plus. D'accord. Et ça a marché? 80% pour. Tous mes élus me disaient, mais demande pas ça. Tous les gens vont vouloir l'ouvrir. Mais j'ai dit, mais ils ont le droit de l'ouvrir. Ah bah oui, mais s'ils disent qu'il faut l'ouvrir, j'ai dit, c'est leur choix. C'est fou comme la démocratie étonne les gens. Oui, mais vous savez, on n'a pas une culture démocratique dans notre pays. Parce que je me souviens très bien de cet épisode, quand j'avais une vieille patinoire pourrie, avec 2 clubs de sport qui manifestaient tous les jours parce que je leur donnais pas assez d'argent. J'avais une ville ruinée quand j'étais élu. Et donc je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit on refait la patinoire pour 200 usagers sur 30 000 habitants, soit on la ferme et avec l'argent, les 3 millions qu'on devait mettre dans cette patinoire, on fait une grande piscine pour tous les enfants des écoles et tout. Mais c'est un choix. Et j'ai dit aux gens, voilà, vous choisissez, soit on la refait, soit on la refait pas. Et j'ai même pas dit, je ferai autre chose avec. J'ai dit, vous faites ce que vous voulez. Mais les élus m'ont dit, t'es fou. Les gens vont dire, les Français, ils veulent toujours plus, faut pas leur faire confiance, ils vont dire, on veut la patinoire et tout. Mais j'ai dit, mais s'ils veulent leur patinoire à 3 millions d'euros et payer des impôts pour une patinoire à 3 millions d'euros, ils se démerdent, ils les prennent. C'est leur choix. Mais moi, je veux, on les consulte. 80% pour la fermeture. Avec une participation fabuleuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, vous savez, ils réfléchissent. Ils sont pas cons. Et ils ont pensé que, voilà. Donc, ce que je veux, le référendum d'initiative citoyenne, d'ailleurs, je préférais mon populaire, c'était plus beau, mais bon. Mais ça fait RIP, après les gens se... RIP, ça fait surtout populaire, ça les gêne. Oui. Populaire, populiste, complotiste, etc. Donc, référendum d'initiative citoyenne. Eh bien, il faut le mettre en place en France. 500 000 signatures, 500 000. Pas de veto de personne. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Mais qu'est-ce qu'on a à perdre? La démocratie est morte en France. Elle est morte. Elle est morte. C'est une épave. C'est un cadavre. Alors il faut la ressusciter. Et on essaye. En Suisse, ils ne sont pas des révolutionnaires. Et ils consultent tout le temps. Aux États-Unis, dans les États, vous savez, dans les comtés, aux États-Unis, ils consultent beaucoup. Partout. Donc, pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire? Je ne comprends pas. Mais là, j'entends d'ici, mais on ne va pas quand même consulter les Français. Instabilité par instabilité. Et puis en plus, alors on me dit, oui, mais vous allez consulter tout le temps. Mais je dis, s'il y a 10 référendums par an, ce sera un maximum, il y en aura 5. Et il y en aura peut-être 2 ou 3, et alors? Il y a plein de sujets où il faut consulter les Français. C'est évident. C'est que comme ça qu'on réanimera la démocratie. Elle est inanimée. Voilà. Et je crois qu'à ça. Et puis bien sûr, consulter les Français par référendum sur les grands sujets, notamment européens. Tout abandon de souveraineté doit être fait par... Donc ça, on l'inscrit dans la Constitution? Oui. Abandon de souveraineté européen. Enfin, ou autre. Référendum. Alors, en revanche, le seul truc, je vais être très franc, c'est que pendant la crise du Covid, j'étais un peu inquiet. J'ai eu cette inquiétude aussi. Et je me suis dit, mon coco, tu veux consulter les Français surtout, mais ils sont capables de t'enfermer avec une camisole de force 70% à 80%. Voilà. Pour la vaccination et donc, il faut peut-être quand même mettre une restriction sur les libertés publiques. Parce que ça faisait peur. Et voilà, je parle franchement, on est entre nous. Mais c'est pas les périodes d'exception qui doivent terminer le droit commun. Donc je crois qu'il faut quand même
Depuis, j'ai un peu évolué. Je pense qu'il faudra retirer du RIC et du référendum. Il y a un socle quand même de liberté que je veux préserver parce que c'est au-dessus de tout. Okay. Et ça, j'imaginais pas avant, vous voyez. Ah mais je sais, moi non plus, je me serais jamais dit jamais. Fameux de Cohn-Bendit. Des fois, le peuple se trompe, j'en riais, et puis là, je me suis dit 70% pour le confinement. Ah ouais, ok, peut-être que il faut des garde-fous. Il faut quand même peut-être là voir. Voilà. Donc je suis désolé de décevoir certains défenseurs du RIC, mais sur les libertés, je veux protéger les libertés contre des tentations. Oui. Voilà. Et pour les jeunes pour les jeunes, très vite, mais c'est très important. Est-ce qu'on maintient notre modèle républicain ou pas? Ça paraît, je vais vous dire, ça va. Les jeunes vont dire mais pourquoi ils nous racontent ça et tout, c'est quoi ce truc? Mais si Macron est élu ou d'autres, Pécresse par exemple, c'est la fin de l'université gratuite. Hein. Oui. Parce que les lobbies bancaires sont derrière. Parce qu'il y a un marché. Donc, il l'a dit en plus. Parce que Macron, on peut lui reprocher plein de trucs. Mais il dit. Mais il annonce sa couleur. Il faut lui reconnaître au moins une qualité. Il dit les choses. Oui. Et donc, on ne peut pas dire je ne savais pas. Donc, je le dis à tous les étudiants de France. Ne votez jamais Macron et dites à vos familles de ne pas voter Macron parce qu'il va vous faire payer l'université. On ne pourra pas rester durablement dans un système où l'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, où un tiers des étudiants sont considérés comme boursiers et où pourtant nous avons tant de précarité étudiante et une difficulté à financer un modèle qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde pour répondre à la compétition internationale. Je veux rendre gratuit à nouveau les concours. Je trouve ça complètement délirant que des jeunes soient obligés de payer pour aller passer un concours. Donc je veux remettre l'égalité, la gratuité. Il y a beaucoup d'écoles aussi de métiers qui sont très payantes, très chères. Donc il faut remettre de l'ordre là-dedans. Je suis contre l'autonomie des universités. D'accord. Je vais vous surprendre. Parce que l'autonomie des universités, c'est la féodalisation des espèces de notables universitaires qui se cooptent entre eux, qui font leur sauce, et en plus avec des crédits publics. Donc ras-le-bol. Je suis pour l'égalité républicaine, un vrai ministère de l'université, et on avance. Parce que soit c'est complètement privé, avec, à ce moment-là on paye, il y a une vraie régulation par le privé, soit c'est public et on a le même diplôme, la même qualité, et il n'y a pas cette espèce de féodalisation avec l'esprit woke et tout, et des pressions terribles sur des corps universitaires. Donc grand danger, hein, attention. On va interdire l'écriture inclusive aussi, je crois. Oui, l'écriture inclusive, il faut arrêter les conneries, enfin ça suffit, c'est déjà assez compliqué de parler français, en plus on a les parenthèses et les machins, c'est insupportable, je suis allergique, voilà, franchement. Bon, bah, je suis peut-être désolé faire avec les gens. C'est une parenthèse sur le sujet plus général. Non, mais c'est pas une parenthèse. C'est que, voilà, bon, je dois être trop vieux, je comprends pas. Donc sur l'université... Alors, attention. Après, il y a les bourses. Oui. Mais des bourses qu'il faut agrandir, si je puis dire, enfin élargir. Il y a mon travail universel. Quand je dis travail universel, je suis contre le revenu universel. Archi contre. Parce qu'on ne donne pas une allocation pour se donner bonne conscience, et puis on ne vit pas que d'allocations. Donc je veux le travail universel pour les jeunes, c'est-à-dire que ça permettrait, en plus des petits boulots qu'ils font dans des boîtes, McDo et compagnie, d'avoir des petits boulots publics. Je l'ai fait dans ma ville. En échange de 15 jours de travail, on finance la moitié du permis de conduire. On se rapproche un peu de l'idée de notre président sur le RSA. Pas tout à fait. Enfin, oui et non. Non, sur le RSA, je veux une journée d'insertion pour les gens qui touchent le RSA. Mais c'est pas, comme le président, un travail à mi-temps. Ah oui, non, c'est pas 35 heures par... C'est pas 20 heures par semaine. 15 à 20 heures, non. Ouais. C'est 7 heures. Et une fois par semaine, une fois par semaine, une insertion. Pour les jeunes, c'est des temps partiels, publics, qui permettent de sauver les jeunes en difficulté. Mais en échange d'un boulot. Vous êtes aux espaces verts de ma commune, vous faites 2 heures par jour, en plus de vos études, vous êtes à la bibliothèque, vous êtes au service social, vous êtes à la caserne des pompiers, vous êtes à l'hôpital. Bah, c'est aussi bien que d'être chez McDo ou dans un restaurant à faire la plonge. Hein. Oui. Mais au moins, vous avez l'assurance d'avoir quelque chose pour financer vos études. D'accord. Donnant. Et dernier point pour les jeunes, et j'en ai fini, c'est mon idée qu'on n'a pas remédiatisée là depuis longtemps, parce que c'est une vieille idée que j'ai depuis, je ne sais pas combien d'années, 10 ans. C'est la deuxième chance. C'est quoi la deuxième chance? Je veux une carte de sécurité professionnelle, comme la carte vitale. Tous les jeunes qui arrêtent leurs études tôt ont un crédit d'études, de formation.
Parce que je trouve très injuste d'avoir des jeunes qui font 10 ans d'études payées par la nation et des jeunes qui, parce que leurs parents, ils ont un souci de famille, parce qu'ils galèrent, parce qu'ils ont fait des bêtises, parce qu'ils ne sont pas faits pour ça, arrêtent leurs études à 16 ans, vont bosser et n'ont jamais le rattrapage. Ce que j'appelle la seconde chance. Et la seconde chance, c'est que chaque jeune de France saura qu'il a une réserve d'1 an ou 2 de crédit formation. Et que si à 25 ans, parce que j'ai eu ça dans ma ville un jour, j'ai raconté un meeting hier, mais j'ai un jeune qui est venu me voir et qui avait 30 ans, il surveillait des dépôts pétroliers et il venait d'avoir une petite fille, il m'a dit j'ai fait que des conneries dans ma jeunesse et j'ai envie d'évoluer et je peux pas, j'ai pas de crédit formation, je vais partout, je suis trop vieux, trop jeune, trop ceci, enfin ça va jamais. Eh bien je veux qu'il y ait celui qui a pas, enfin on n'a rien payé pour lui. Bah, on peut lui réserver 1 année de formation professionnelle qualifiante et gratuite. Et il utilise son crédit. D'accord. C'est la seconde chance. Donc c'est un système auquel je crois de responsabilité individuelle, pas d'assistanat, mais on tend la main à la personne qui veut se lever. Voilà. C'est un peu l'esprit, vous voyez. C'est mon côté cathode de gauche. Est-ce qu'on a le temps pour 10 minutes encore vite fait ou pas? Ouais. On peut? Oui, on y va. Ah bah très bien. Alors là justement, au-delà du programme, il y avait un truc que j'aurais aimé aborder sur vraiment la politique politicienne, on va dire. Vous avez annoncé donc une alliance récemment en vue des législatives, si je dis pas de bêtises, avec Philippot, Charles-Henri Gallois, une union donc des souverainistes. Mais pourquoi elle s'est pas faite pour la présidentielle? Ah bah ça, il faut leur poser la question. Ah mais c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent tous faut aller poser à l'autre la question. Donc il y a bien un moment, faut tirer la queue du Mickey quelque part pour avoir une réponse. Donc c'est tout à fait ça. Ben oui, mais bah, écoutez, pourquoi ça a pas marché non plus aux européennes? Ah bah ça a été le drame. Bah, aux européennes, je pense que c'est la faute de tout le monde. C'est de la faute de tout le monde. Bon, la mienne comprise. Faut être honnête. Faut être honnête. Aux européennes, c'est la faute de tout le monde. Là, on a eu un déjeuner tous les trois avec Philippot et Asselineau, sans révéler de choses secrètes. Et bah, chacun pensait avoir les signatures. Et voilà, c'est moi qui les ai eues. Ça aurait pu être un autre. Mais moi, j'avais dit très clairement que si je n'avais pas mes signatures, eh bien, je soutiendrais un des autres. Voilà. D'accord. Donc, et Philippot l'a fait la même chose. Donc, il a été très correct. Et donc, du coup, ça se fera. Eh ben, il y a une alliance magnifique des patriotes, souverainistes, gaullistes, tout ce que vous voulez, indépendantistes. Moi, je crois qu'on va s'appeler vite indépendantistes. Et une volonté de l'élargir encore plus loin. Ah bah oui, j'appelle François Asselineau. Oui. Au sens propre, il y a des coups de fil comme Arnaud Montebourg, vous tombez sur le répondeur. J'ai laissé un message et je suis tombé sur le répondeur. Vraiment que les politiciens apprennent à allumer leur téléphone, quoi. Je crois que François Asselineau a été très déçu à titre personnel et je comprends que ce soit dur pour lui. Je comprends que ce soit dur humainement, mais c'est dommage parce que je pense qu'avec Florian Philippot, on fait une très belle alliance. Il y a beaucoup de monde sur le terrain, ça a redonné un espoir. Hier à Forbach, il y avait un monde fou. À Nice, il y avait un monde fou. Le 6 avril à Paris, j'espère qu'il y aura du monde. Ça donne un espoir. Enfin, vous vous unissez. Enfin. On sort des chapelles. Voilà. Et on va partager nos candidatures aux législatives. D'accord. Oui. Ok. Il n'y a rien à perdre. Mais rien. Rien qu'à gagner. Tout à gagner. D'accord. Et alors, deuxième point. Parce que je pense aussi que le combat pour l'indépendance, parce que là, moi, je pense qu'on va devenir indépendantiste. C'est le stade au-dessus du souverainisme. Parce que souverainiste, ça veut dire qu'on ait un peu de souveraineté et qu'on en veut plus. Mais indépendantiste, ça veut dire qu'on n'est plus du tout libre. Et je pense que dans les 10 prochaines années, ça sera le débat politique majeur. Parce que... Ce sera pas trop tard, on sera pas déjà... Ah bah si, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux voter pour moi et m'élire maintenant, hein, ça c'est clair. Bon, ça c'est limpide. L'argument est imparable, il est vrai. Imparable. Non mais je le dis, à tous ceux qui se dispersent sur des votes qui sont forts dans les sondages mais qui mèneront à rien, vaut mieux voter pour moi parce qu'au moins ça sera utile. Le vrai vote utile, c'est moi quand même. Hein. Parce que si un vote utile, c'est pas de défendre ses convictions, c'est quoi qu'on m'explique. Bon, donc, trêve de plaisanterie. Enfin, c'est pas une plaisanterie, c'est fondamental. Mais, je le dis, si Macron était par malheur réélu ou d'autres qui abandonnent le combat à Bruxelles, c'est une guerre d'indépendance qu'il va falloir mener. Je rappelle que Macron a... Quand je dis une guerre d'indépendance, je ne vais pas encore prendre les armes, mais je vais prendre les armes démocratiques déjà. Oui, quand on commence à parler comme les Corses, c'est qu'il y a un truc. C'est lequel qui a dit qu'il visait l'abandon du siège de sécurité de la France Non, c'est pas Macron. Non, c'est un de ses assistants. C'est Lescure. J'étais en débat France 2, là. Ouh, c'était mauvais moment, je suppose. Oui, c'est mauvais. C'était tellement tard, à 23h30, que tout le monde dormait. Une petite question qui tâche justement sur les alliances. Est-ce que c'est vrai ou pas cette histoire qu'il y a dans le dernier bouquin de Zemmour?
Parce qu'il dit dans son dernier bouquin, Zemmour, je vous l'apprends, je vous l'apprends peut-être pas, que vous lui aviez dit que vous le souteniez s'il allait à la présidentielle et qu'en fait vous l'avez trahi. Alors, 2 choses. C'est quoi cette histoire? D'abord, ce qu'il a écrit est assez mensonger. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a déjeuné ensemble, c'est vrai... D'abord, j'ai pas à critiquer Marine Le Pen comme il le dit, donc il fait passer sa critique de Marine Le Pen en mon nom, ce qui est toujours un peu sordide, parce qu'il assume sa critique de Marine Le Pen sans la mettre dans ma bouche. Premier point, bon, ça j'ai pas compris. Et deuxième point, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il dit que je lui aurais dit vas-y, c'est mieux placé, etc. Mais sauf qu'il oublie une chose, c'est que si je lui ai dit tu devrais te présenter si tu en as envie, il faut y aller, c'est vrai, mais sur quelle ligne? Et quand je l'ai vu avant que de lire le livre, le 5 février 2021, je lui ai dit, il me dit, est-ce que tu me soutiens? Mais j'ai dit, mais sur quelle ligne politique? Pour faire quoi? Et là, il est parti dans son truc, voilà, je ne vais pas révéler de conversation, mais qui est apparu vrai après. Et ce n'est pas la ligne que je défends. Je défends le patriotisme comme lui, le drapeau français comme lui, mais je vous l'ai dit, je défends le rassemblement des Français d'où qu'ils viennent. Et je suis en cela plus souverainiste que lui, c'est-à-dire que je crois qu'il n'est pas clair du tout sur l'Union européenne, il n'est pas clair du tout sur les libertés, et sur l'affaire du Covid, il a été très ambigu. Et troisièmement, il met des divisions inutiles, car je suis élu de banlieue, et je peux vous assurer que je connais beaucoup de jeunes qui peuvent s'appeler Mohamed ou je sais pas quoi, Fatima, et qui sont des très bons Français, qui adorent le drapeau tricolore. Et donc, je n'aime pas cette manière de diviser au moment où on doit rassembler les Français. Et donc, je trouve que, et en plus, dernier point, son union des droites, elle est justifiée en partie, mais il faut l'union des Français. C'est pas une question de droite ou de gauche. Donc, la retraite à 64 ans, niet. Donc, voilà, il y a une nuance, il y a des différences, comme entre Jadot et Macron, il y a des différences. Pour autant, il y a des points communs. Je ne vais pas vous dire qu'il n'est pas courageux et qu'il n'a pas fait des choses, mais je pense, et d'ailleurs je pense que sa campagne s'essouffle parce qu'il est allé trop loin alors qu'il n'a pas compris l'enjeu. L'enjeu, c'est pas de séparer les Français. L'enjeu, c'est de les rassembler. Je lui ai dit, je ne peux pas. C'est pas moi. Moi, je suis un gaulliste assimilateur. Je ne suis pas un droitiste identitaire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ok. Je propose, si vous avez le temps, qu'on réponde à quelques questions qui ont été posées par les gens directement. Donc, on va passer du coq. Ah bah, mes questions sont nulles. Non, je préfère continuer. Très bien. Je me rattrape. Ça fait plaisir. Alors, des fois, c'est des remerciements, des fois, c'est des questions. On a un remerciement de Nayan, on verra, qui vous remercie pour votre soutien à Stéphanie Gibault. Ah oui, voilà. Stéphanie Gibault, faut dire qui c'est. Oui, on va essayer on essaie de l'inviter. Très courageuse, que j'ai toujours soutenue contre les voyous qui pillent le pays. Quand je dis les voyous, c'est les cols blancs. Alors. Qui est abandonnée littéralement par l'État. Totalement dans des conditions. Elle a fait 12 ans qu'elle est au RSA, si je ne dis pas de bêtises. Alors qu'elle nous a fait récupérer 4 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Provençal Le Gaulois, qui... on y a un petit peu répondu, qui vous demande quels sont rapidement les points importants de votre programme concernant l'éducation, formation, salaire, conditions de travail. On a plutôt parlé de l'université, c'est vrai. On a parlé salaire, 8%, indexation, etc. Et sur les formations, les conditions de travail, voilà. Et sur l'école, c'est très important, on n'en a pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Sur l'école, école méritocratique, école du savoir, école du calme dans la classe, conforter les enseignants, et école aussi du cours de rattrapage, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à la Troisième République dans une vision passéiste, complètement dépassée. Il s'agit d'avoir des parcours de réussite, comme on dit, c'est un terme que je déteste d'ailleurs, parce que ça ne veut rien dire. Mais bref, diversifier. Parce qu'il y a quand même un problème français, c'est que pour le système français, ça c'est un vrai défaut de notre pays, il y a plein de qualités, mais il y a des défauts, c'est qu'on imagine les réussites toujours linéaires. C'est-à-dire qu'on traumatise les jeunes, j'aurais dû en parler sur les jeunes. Je trouve qu'on en fait une génération peureuse, angoissée, stressée, parce qu'on leur fait toujours croire que s'ils réussissent pas le premier concours ou le premier examen, ils sont foutus. C'est absurde. Et ça, c'est ce que j'aime bien aux États-Unis, il faut être honnête, parce que j'aime pas non plus les anti-américains par principe. Il y a des choses bien aux États-Unis. Et il y a cette chose que j'aime beaucoup aux États-Unis. La fameuse année sabbatique. Oui, mais au-delà de ça, c'est le fait qu'on ne regarde pas les gens en fonction de leur CV. Exactement. On regarde les gens en fonction de leur état d'esprit. Et hier, j'étais dans une entreprise, c'était intéressant, dans les Vosges, un petit entrepreneur qui a fondé une boîte très performante, il est parti de rien, 9 salariés,
Et il m'a dit, alors je lui ai dit, comment vous faites pour les recrutements? Il me dit, vous savez, c'est pas la compétence qui compte. Il a eu une expression, c'était quoi? C'était l'état d'esprit. Ouais. L'état d'esprit, l'envie. Et il dit, après, on apprend. Et ça, c'est un gros défaut français. Et comment on transforme notre école? C'est pas le laxisme, attention. Parce que les Français ont confondu, à l'éducation nationale post-68 on a confondu l'abandon des rigidités avec la nullité. Non, c'est pas la même chose. Ce que je veux, c'est l'apprentissage de savoir exigeant, mais diversifié. Si un type est doué par la musique, eh ben, il faut le foutre dans la musique. Ça sert à rien de faire des maths. Moi, j'ai arrêté les maths à la 4e, ça me faisait chier. J'ai dit, ça suffit. Et j'ai plus rien foutu en maths. Bon, j'ai eu de la chance de m'en sortir, mais je veux dire parce que ça sert à rien de forcer un enfant à faire un truc qu'il n'aime pas. Ouais. En revanche, ça veut pas dire qu'on lui dit tu restes à rien faire et tu es glande et tu es le meilleur et tu vas avoir ton bac. Donc je voudrais, moi mon rêve, mais après faut le faire, hein, c'est pas facile. Mon rêve, c'est de renouer avec l'école méritocratique du savoir, de l'effort, de l'examen, mais avec des voies diversifiées. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, de la 5e, voilà, oui. Si un type veut faire la musique, on peut la musique, s'il veut faire ce que font très bien les Américains dans des écoles privées très chères, mais ils le font. Et ça épanouit l'individu quand même. Oui. Et puis après, on a des passerelles, on peut changer. Voilà. Ça, c'est mon rêve d'éducation nationale, c'est-à-dire le meilleur de la Troisième République et le meilleur du XXIe siècle. Et il faut reconstruire tout ça. Pas facile. Il y a une question de Mag qui demande si vous voulez sortir de l'euro. Alors, l'euro, j'en rêverais, mais... Et qui lui dit ce sera difficile après pour avoir la coopération de la BCE. Voilà, je pense, en fait. J'ai demandé la sortie de l'euro en 2012 parce qu'on avait triché et on avait une BCE qui ne monétisait rien, pour ceux qui sont un peu techniques. Il faut être honnête que pendant la crise, Draghi a monétisé à mort. Et donc, il a fait ce qu'on réclamait, en fait. Simplement, il l'a fait pour la finance, mais pas pour reconstituer nos capacités productives. Donc moi, ce que j'ai eu dans mon programme, et vous pouvez le lire, c'est que la monétisation, je veux qu'elle soit répartie par pays et qu'on soit maître de notre quota de banque centrale. On représente 17% ou 15,6 ou 16% de l'euro. Ouais. Eh bien, si on monétise 1000 milliards par an, la France fait ce qu'elle veut de ses 160 milliards. Si je veux la mettre sur la réduction de mon déficit budgétaire, je le mets dessus. Si je veux le mettre sur l'investissement, je le mets ce que je veux. Donc chacun reprend déjà sa part de monétisation. C'est un peu compliqué pour ceux qui nous écoutent, mais c'est très simple en fait. C'est que je me réapproprie déjà la part de l'euro que j'ai. Je fais ce que je veux de mon argent. Voilà. Si mais on simplifie. Honnêtement, à terme, je pense que l'euro ne reste pas viable. Je maintiens. Mais pour l'instant, je me suis engagé à ne pas remettre l'euro sur le tapis, parce que déjà reprendre l'indépendance de la France, contrôler nos frontières, notre budget, nos lois, remettre de l'ordre en France, assimiler les étrangers qui ne sont pas très assimilés, relocaliser 1 million d'emplois, reconstruire l'hôpital et tout, et arriver et dire je fous en l'air l'euro et c'est la panique à bord, je pense que c'est pas le moment. C'est pas forcément l'idée. Non, c'est pas le moment. Quand la France sera rétablie, on verra où en sera l'euro, si l'Allemagne a cédé ou pas. Pour un deuxième mandat. Voilà. Une question de Kaya qui nous demande, enfin plutôt qui vous demande votre avis, alors c'est un total autre sujet, votre avis sur la légalisation du cannabis. Bah, je suis pas pour, peut-être parce que j'ai pas l'habitude de fumer du cannabis et que je sais pas ce que c'est en fait, en grande surprise de tout le monde. Mais c'est vrai que ça me tente pas. Voilà. Ça me tente pas, mais j'hésite, mais je crois que... Zemmour avait hésité, il avait dit « moi je suis contre », mais c'est vrai qu'un flic lui avait donné un argument qui l'avait un peu convaincu à un moment, il disait « on se rend pas compte que c'est 1 million d'euros, je crois, par semaine de budget pour arrêter des petits trafiquants, alors qu'en fait on a besoin de cet argent pour oui, mais d'autres choses. Si on ne s'aide pas là-dessus... En tout cas, ce que je ferais, parce que je suis dans le non aujourd'hui, je vais être très franc, non, parce qu'il faut une position claire. On va dire peut-être bien non. Mais j'aimerais avoir une vraie étude sur l'ensemble du sujet. Réflexion. Et en revanche, il y a 2 choses que je sais. Je ne sais pas grand-chose sur ce sujet, mais il y en a 2 que je sais. C'est je veux de la formation à tous les collèges sur les toxicomanies. Oui. Je l'avais fait dans ma ville avec le camion de la police nationale qui est exceptionnel, avec des formateurs exceptionnels. Simplement, il y a un camion pour toute la France. Donc, quand je dis un camion, vous savez, on rentre, les élèves rentrent, ils ont des films, ils ont une formation, ils ont des psychologues, c'est génial. C'est un commandant de police qui faisait ça, que je connaissais, qui habitait ma ville, c'est génialissime. Je voulais que tous les élèves de collège de ma circonscription aient au moins un jour une formation sur les dangers de la toxicomanie, pour éviter qu'ils basculent.
et qui connaissent. Et l'alcool aussi, de tout. J'aimerais que tous les enfants de France au collège aient au moins eu 2 heures de formation pour éviter les pièges. Premier point. Et deuxième point, j'aimerais, et ça j'ai vu un type dans le Val d'Oise extraordinaire. Je suis étonné que ce ne soit pas déjà le cas. C'est pas le cas. Il y a des trucs qui se font, mais le Canada l'a beaucoup fait, le Québec. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait au Québec. Et puis le deuxième point, c'est je voudrais qu'on fasse vraiment des centres de désintoxication sérieux. Et j'ai un ancien policier dans le Val d'Oise qui m'a, et je veux aller le voir, que j'ai rencontré et qui a monté un centre pour vraiment désintoxiquer les toxicomanes, parce qu'il faut les aider. Mais un truc sérieux, sur 6 mois, prise en charge, aide et tout, et il en sauve les 3/4. Et ben c'est ça qu'on doit faire. Donc agir en amont, agir en aval. Après, au milieu, pour l'instant, je suis sur le non. Ok, il reste 3 questions. On a le Chevalier Noir, alors là pareil, autre sujet, qui demande ce que vous comptez faire pour le bien-être animal. Ah ben on a une conférence de presse demain, il pourra la suivre sur Internet, à 11h demain matin. Sur Facebook toujours ? Sur Facebook, oui. Donc là, il y a plein de choses. D'abord, j'ai eu le prix 30 millions d'amis dans ma ville, pour mon bilan, donc c'est quand même que j'ai pas fait n'importe quoi. Deuxième point, j'ai Brigitte Bardot qui appelle à voter pour moi, enfin qui appelle à voter pour moi, non, c'est pas tout à fait ça, qui me soutient, qui dit que j'ai le meilleur programme pour les animaux, et pour la France, pas mal. Alors quel est ce programme justement ? Alors, ce programme, bien-être animal, d'abord, il y a les abattoirs, vidéosurveillance, je le veux. Fin de l'étourdissement, enfin fin de l'abattage sans étourdissement, avec une négociation avec les cultes. Traçage pour que, si on veut pas manger halal, on ait le droit de pas manger halal, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Ou cachère. Ou cachère. Donc je veux vraiment qu'on arrive à régler ce problème. De la souffrance au moment de l'égorgement. C'est vital. Deuxième point, moralisation du système de vente des animaux dans la France, et notamment l'importation des chiens d'Europe de l'Est qui ne sont pas sevrés, machin, etc. Vous connaissez tout par cœur. C'est très important. Et puis, un fonds, la taxe que je vais mettre sur les importations d'animaux va alimenter un fonds pour aider les bénévoles des refuges. D'accord. Et ainsi, on va permettre d'avoir un financement égal partout en France, avec un minimum pour chaque refuge. Ok. Limitation des cruautés sur les animaux, limitation des expérimentations animales, lutte contre la fourrure. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est déjà pas mal. Et puis mon plan pour les océans, parce que j'ai fait un rapport parlementaire sur les océans. Voilà, donc on a fait beaucoup de choses. Beaucoup de propositions de loi. Je viens de déposer une proposition sur la protection animale aussi, qui sera présentée demain. D'accord. Et il reste une question et 2 critiques. On les garde pour la fin. On a une question de Mick Abès qui demande, Monsieur Dupont-Aignan, que pensez-vous faire pour les enfants français en Syrie, dans le camp des orphelins ? La France ne peut-elle pas les prendre ? C'est un village de tentes usées. Le camp de Roche s'étend à perte de vue. Derrière ces grilles, une centaine de femmes françaises avec leurs enfants. Elles avaient toutes rejoint l'État islamique. Depuis la défaite territoriale de Daesh en 2019, elles sont retenues ici par les forces kurdes qui contrôlent la région. Au milieu de cette prison à ciel ouvert, des cris d'enfants français. C'était bien, on va être bien, mais si c'était pas bien, on va être pas bien. Mais j'espère que t'es bien. Si t'es bien, on va être bien. Et j'espère qu'on va te revoir parce qu'on n'est pas bien ici. Moi, je commence à apprendre l'alphabet. J'ai appris mon alphabet. Je commence à lire un peu. Même moi, je veux bientôt apprendre. J'ai envie d'être dans les classes des grands quand je vais en France. J'ai pas envie d'aller dans les classes des petits. On en est marre. On veut bientôt y aller en France. Bientôt, ça va être à l'étoile, j'espère. Et j'espère je veux bientôt revoir ma mamie. Salut. Depuis 2019, l'État français a rapatrié 35 enfants de ces camps. Il en reste encore 300 dans le nord-est syrien. La majorité a moins de 6 ans. Je suis partagé. Plutôt hostile, je vais être franc. Je suis hostile, même si je sais que humainement, si j'étais au pouvoir, j'aurais un cas de conscience. Voilà. Mais est-ce que parfois, le rôle du chef d'État, c'est de pas être ferme ? Parce que jusqu'où, quel âge, comment voilà, c'est un drame. Et j'ai pas la réponse. On peut pas avoir la réponse à tout. Voilà. Mais je suis plutôt hostile. Okay. Je le dis pour être franc parce que je ne veux pas que ce monsieur croie que je me réfugie dans une abstention pour lui faire plaisir. Je suis hostile pour la raison que ces familles qui sont parties, alors à l'époque il n'y avait pas d'enfants,
sont partis de leur plein gré pour combattre les valeurs de notre pays. Où c'est un drame, c'est pour les grands-parents. D'accord. Ça, je le sais. C'est-à-dire, vous avez des grands-parents qui ont eu leur fille qui a épousé un djihadiste, ou qui a été hypnotisée par un djihadiste, qui a eu un enfant, ils sont là-bas dans un camp, c'est leur petit-fils. Vous voyez ce que je veux dire? Et eux, ils n'ont jamais épousé le djihadisme. Bon, donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au compte-gouttes, des situations humanitaires précises, mais je ne veux pas ouvrir la porte globale. D'accord. On a Brézatou qui fait une critique, qui dit « Vous m'avez l'air fort sympathique, monsieur Dupont-Aignan, mais votre entêtement au gaullisme fait que l'empêche de voter pour vous, puisque pour lui, on ne peut plus assimiler. Il est déjà trop tard. Il faut... » Alors, c'est pas deux choses. C'est pas le gaullisme, là. C'est pas le gaullisme. Votre entêtement au gaullisme et à la volonté d'assimiler tout le monde m'empêche de voter pour vous. C'est la phrase exacte. Non, mais il a tort. Il a tort. Non, je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il vous reproche d'être trop gaulliste. Vous leur dites quoi ? Individuellement, l'assimilation est possible au niveau individuel. Après, quand il y a une masse et que la société n'assimile plus, c'est sûr que c'est pas possible. Voilà pourquoi je veux bloquer l'immigration pour pouvoir assimiler les individus, les êtres humains. Un être humain, c'est un être humain, quelle que soit son origine. Je maintiens ça. L'égalité de l'être. Voilà. D'accord. Et si, après, la conception que j'ai, c'est pas l'intégration, c'est l'assimilation, c'est pas la même chose. Je demande que la personne qui vienne en France, si la personne vient en France, quand il y a eu les manifs d'Algériens sur les Champs-Élysées, mais je leur dis, mais vous n'êtes pas forcés de rester, hein. Repartez en Algérie, vous serez beaucoup plus heureux, si vous êtes si malheureux en France. Non mais, c'est ça que je veux dire. Donc, il ne s'agit pas de dire, je vais assimiler tout le monde. Je ne suis pas Madame Hidalgo. Je ne vais pas assimiler tout le monde. En revanche, quand on voit l'état des camps à Paris, il y a 6000 personnes. Je veux donner la chance à chacun de s'assimiler à partir du moment où on l'a accepté. Et je préfère refuser quelqu'un que de lui dire « tu as le droit de venir parce qu'on va te mettre dans un restaurant en bas, là, dans la cave, parce qu'aucun Français veut aller dans ce restaurant. Et puis après, quand tu sors, tu n'as pas le droit de t'assimiler parce que tu as une autre tête et que tu viens d'ailleurs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. C'est des discours. Alors, en revanche, je comprends ce monsieur dans la mesure où il se dit, bah, si c'est pour avoir le même discours pseudo-républicain d'assimilation... Du coup, il dit, il rajoute, vous avez de belles paroles, sincèrement, mais du coup, vous ferez comme tous les autres. Non, pas du tout. Parce que je serai très ferme. C'est appuyer sur le frein de l'immigration et sur l'accélérateur de l'assimilation. On fait les deux en même temps. C'est très important. C'est les deux qui vont de pair. Évidemment, il a raison. Si je dis assimilation, ce qu'on fait depuis 20 ans, et on n'assimile rien du tout parce qu'on laisse rentrer toujours plus de gens qui ont une autre culture, une autre religion, et qui ne veulent pas s'assimiler, il a raison. Il a raison. Mais si on bloque l'immigration, qu'on est très ferme, qu'on ferme les mosquées islamisantes, dangereuses, la Turquie en Alsace, qu'on vire les imams, et qu'on dit à des gens, vous ne voulez pas respecter les femmes, et vous ne voulez pas respecter ce truc, vous repartez, il n'y a pas de problème. Et je supprime le droit du sol quand même. D'accord, ça on ne l'avait pas abordé. Donc, donc mon programme, il est costaud. Hein. Mais j'estime qu'il y a une partie qui est assimilable et une autre qui ne l'est pas. Et je ne veux pas les mêler. Ok. Voilà, j'espère que je l'aurai convaincu. On a la dernière critique de la soirée qui avait été formulée, c'est la question complotiste de l'émission, pour conclure. Voilà, une question de Min Buckwheat, qu'on salue, qui nous dit... Vous avez été young leader. Peut-on vous faire confiance pour défendre l'indépendance de la France alors qu'on voit que Voilà. Alors, je vais raconter ce qui s'est passé. Ah, c'est un malentendu. Ah oui, plus qu'un malentendu. J'ai été élu député. Oui. 97, jeune député. J'arrive à l'Assemblée nationale. Un professeur d'université, M. Ezra Suleiman, qui est un professeur de Harvard, téléphone. Et dit, voilà, vous êtes un nouveau député, le seul député qui avait gagné dans la dissolution de Chirac, le seul, qui avait battu un type de gauche, alors tous les autres. Voilà, nous organisons un séminaire à Princeton de 3 jours. Est-ce que vous voulez venir sur, etc. Je réponds, je suis gaulliste, vous savez, les trucs américains. Bon, pas du tout, au contraire, vous êtes gaulliste, ça nous intéresse, machin, etc., etc. Tout le monde sait ce que j'écrivais et tout. J'ai eu le tort, oui, j'ai eu le tort d'accepter. J'ai eu le tort. Il y avait d'autres gens. Il y avait Montebourg. Ils n'étaient pas présentés comme ça. Mais non. Bah, bien sûr, je ne savais même pas ce qu'était Young Leader. Mais je vous le jure. Donc je dis, bah, c'est super. On va aller découvrir autre chose.
Voilà, faut aller. J'ai été 3 jours à Princeton. En plus, j'avais travaillé aux États-Unis 6 mois dans mon premier boulot étudiant à Brooklyn. Donc, je dis, c'est l'occasion d'aller 3 jours revoir les amis que j'avais là-bas. C'est très bien. Puis c'est intéressant. Et ce prof était un type intelligent. Il est connu, Ezra Suleiman. Vous pouvez retrouver sur Internet. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais je crois. Et puis voilà. Et puis, je suis tombé dans une espèce de séminaire avec 15 personnes qui m'ont gonflé profondément. Et j'étais toujours en désaccord avec tout le monde. Je revendiquais l'indépendance de la France. Un truc de néoconservateur américain. Non, même pas ça. C'était des discussions de salon, faut être honnête, qui valaient pas 3 pattes. Vraiment, c'était des gens de bonne compagnie. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et après, on m'a dit, bon, alors, la prochaine session, l'année prochaine, c'est en France, à Aix-en-Provence. Est-ce que vous venez? J'ai dit, non, c'est fini. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Et j'ai jamais pu refoutu les pieds, simplement. Mon nom a été marqué. Dupont-Aignan, c'est vrai, a participé à la session de Princeton en 98 ou 97 ou 98, je sais plus. Vous retrouvez la date, c'est marqué. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais pu foutu les pieds à ce truc, jamais. Et d'ailleurs, ils m'ont jamais réinvité après la deuxième parce que, vu ce que je disais pendant les réunions, voilà. Donc, et des gens mal intentionnés qui m'aiment pas ressortent ça régulièrement. Et alors, les gens croient que je suis le suprême. Alors, il y a un moment, je sais plus qui disait que j'étais un agent de la CIA encore plus discret parce que un agent de la CIA contre l'OTAN, c'est très fort, quoi. Bon, mais là, on est dans le degré complet du complotisme. J'y peux rien. Je peux rien. Donc pas de messe noire, pas de. Mais non, mais je n'ai été à aucune réunion. Non, mais je n'ai été à aucune réunion. J'ai été une fois, 3 jours à Princeton, à l'université de Princeton. Je l'avoue. J'ai rien fait de mal. J'ai toujours refusé. Je n'ai jamais foutu les pieds à l'ambassade américaine. Je n'ai jamais foutu les pieds nulle part. Je n'ai jamais répondu aux invitations. J'ai été invité 10 fois dans les Émirats. J'ai toujours refusé. Voilà. Comme tous les hommes politiques, je suis le seul, je pense, homme politique qui n'a jamais accepté une invitation à l'étranger. Ni en Afrique, ni aux Émirats, et pourtant j'en ai eu des invitations. Bon, j'ai toujours refusé. J'ai été, une fois, parce qu'on va le retrouver, j'ai été une fois à Moscou, invité, mais j'ai payé ma part, où je me suis exprimé devant une commission de la Douma, ça c'est vrai, une fois. Voilà, c'est le seul pays. Et j'ai été en Angleterre, une fois, faire un discours devant les amis de Farage. On va pas compter les voyages scolaires, après ça va être... Non, mais parce que c'est très important, mais je vais vous dire, parce que j'ai toujours refusé les invitations à l'étranger. Par question de principe? Oui. D'accord. Parce que je savais jamais où je tombais. Ok. Et je me disais danger. Voilà. Et quand j'ai été à l'étranger, que ce soit une fois à Moscou, une fois en Angleterre, c'était chez Farage pour le combat pour le Brexit. Donc, on ne va pas me suspecter de grand-chose. Très bien. Mais je le dis parce que je déteste, évidemment, ça me fait une peine inouïe, parce que moi, qui suis pour l'indépendance de la France, qu'on m'accuse d'être young leader, c'est quand même un comble. Oui. Mais bon, ça plaît à certains qui sont tellement persuadés que le monde est tellement mauvais que, obligatoirement, tout le monde est mauvais. Non, quand même pas. Au moins, ça aurait été clarifié. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens sympas, il n'y a pas que des pourris en politique, de grâce. Et il y en a de tous les côtés. Eh ben, en tout cas... Il ne faut pas beaucoup En Marche, quand même. Oh non. Mais il n'y a pas beaucoup de politique non plus En Marche. Donc, d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, j'ai reçu aujourd'hui, c'est marrant, j'ai reçu aujourd'hui une lettre des questeurs de l'Assemblée qui ont recruté un cabinet de recrutement pour reconvertir les députés. Ils ne savent pas quoi en faire. C'est complètement dingue. Je vous jure. Tiens, je l'ai dans ma salle. Ah bah on va du coup, ils sont tellement mauvais. Pour être recalé, pour être reconverti. Bah oui, remarquez, attendez, quand vous avez eu la chance d'être élu par hasard, et que vous avez... Le coup de bol n'arrive pas 2 fois. Hein. Voilà, et donc c'est normal, je leur en veux pas, ça m'a fait marrer. Je me suis dit peut-être que j'en aurais besoin moi aussi, il faut jamais se moquer des autres. Oui. Donc, vous savez, dans la vie. Et puis j'ai regardé, mais j'ai dit, bon, je vais aller faire un espèce de machin. Incroyable. J'aimerais savoir ce qu'on a payé ce cabinet encore. Mais voilà. Oui. Bon, mais ça peut être utile. Non, il y a des gens sympathiques qui peuvent être battus, et on peut tous être battus, et c'est provisoire. Et il faut faire autre chose. Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas dit, un point du programme qu'on aurait oublié? Oh, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai oublié? Truc qu'on aurait oublié Non, la seule chose que j'ai envie de dire... Allez voter. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est plus que ça. Est-ce que vous avez conscience que si vous secouez pas, c'est foutu, quoi? C'est qu'on viendra pas vous repêcher. Non, mais les nations sont mortelles aussi, comme les individus. Non, mais je ne dis pas pour sombrer dans le catastrophisme. Non, on n'est pas sorti de l'histoire. Mais ça dépend des gens, quoi. Et qu'ils arrêtent d'attendre tout de l'homme politique, parce qu'on passe notre vie à nous critiquer.
Alors il a fait ci, il a été Young Leader en 97 à machin, il a été à Moscou dire ça. Il y a une journaliste du Parisien qui m'a appelé hier, avant-hier. Ah, ça va être gratiné, ça va sortir bientôt. Qui me dit, en décembre, vous avez été à une réunion d'un dignitaire de Crimée. Ah bon? Je dis, oula, c'est quoi ce truc-là? Vous avez été en Crimée? J'ai dit non, j'ai jamais été en Crimée. On m'a invité en Crimée, j'ai refusé d'y aller justement parce que je voulais pas la ramener en Crimée. Mais vous avez été... Je me souvenais absolument pas. Et oui, j'avais été invité à Paris à un cocktail en tant que membre de la Commission des Affaires étrangères d'un type qui défendait la Crimée russe. Bon. Et où j'ai fait un discours d'ailleurs et sur la Crimée, elle m'a ressorti, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et je lui dis, et alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ah, je fais un article sur tous ces hommes politiques qui ont collaboré avec la Russie. Je dis, j'ai collaboré en quoi? J'ai été invité. Alors Philippot, ils l'ont appelé aussi, ils l'ont demandé, vous avez été au premier anniversaire de Russia Today? Ah, il dit oui, j'ai été au premier anniversaire du journal L'Opinion. J'ai été au premier anniversaire du journal Machin. J'étais porte-parole à l'époque du Rassemblement National. Voilà. Non mais vous voyez, on est dans le délire anglais. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'aimerais que les Français se disent, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Qu'est-ce que je peux faire moi pour me secouer, pour sauver mon pays? Voilà. Mais s'ils le font pas, ils vont finir des esclaves, j'allais dire un truc, je dirais. Mais on peut. Non, mais des loukoums, vous savez, ces gâteaux, sont très bons. Mais c'est amorti. Des flancs. Des flancs, ouais, des flancs. Voilà. Ça ferait un titre d'émission, ça. Ne devenez pas des flancs. Ne devenez pas des flancs. Non, mais on est en fin de journée, je me lâche. Mais au moins, vous me voyez comme je suis. Non, mais ne devenez pas des flancs, quoi. Ne devenez pas... Et pourquoi j'ai encore de l'espoir? Je vais vous dire pourquoi j'ai encore de l'espoir, que je dois être un peu illuminé parfois, pour certains. C'est parce que quand je me suis présenté dans ma ville, à Hyères en Essonne, la ville était ruinée, personne ne voulait se présenter, il y avait un maire RPR pourri, et il m'avait donné l'investiture, le RPR, parce qu'ils étaient sûrs que je ne serais jamais élu. Et j'étais le dîner de con, vous savez. Le François Pignon du truc. Voilà. Okay. C'est-à-dire, tiens, il y a un jeune, plein d'idées, il se croit très fort, il va être parachuté, il va se ramasser, mais comme personne ne veut y aller... Mais ça, je l'ai su après que personne ne voulait y aller. Et puis, j'ai gagné. Premier tour. Premier tour, on a gagné. Alors que l'Express, il y avait un sondage, pourquoi j'aime pas les sondages, qui disait que je faisais 12% et que le maire socialiste serait réélu. Bon. Et j'étais en voiture le jour du... Combien de pourcents, du coup? J'étais élu à 52% au premier tour. Ville de 30 000 habitants de gauche. Hein. Et bon, les autres étaient très mauvais. Mais j'étais quand même menacé, il y avait 3 listes de droite contre moi, j'avais viré tous les gens de vieilles équipes en disant foutez le camp, tout le monde s'était dit ce type est caractériel, il gagnera jamais, et tout. Et on avait reconstitué une équipe neuve et on a gagné à la surprise générale, mais même nous on était surpris. Bon, et on a redressé cette ville, on en a fait une merveille. Et les gens se sont secoués et on a redonné le pouvoir aux gens et la ville elle tourne sur des roulettes. Tout va bien. Donc c'est possible. Pourquoi les Français ont dans la tête toujours qu'ils ne peuvent pas y arriver? Vous voyez? Donc j'ai envie de leur dire, voilà, le mot de la fin, c'est voilà, secouez-vous. Secouez-vous. Secouez-vous, réveillez-vous. En vrai ami, je vous le dis, c'est comme vous avez des amis parfois qui font une dépression ou on a des coups durs. C'est quelqu'un qui vous tire. Vous voyez? Qui vous dit, mais crois en toi. Ouais. Lève-toi. Ben, moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Vous voyez, c'est de dire aux Français, allez, lève-toi, je te tends la main, tu te secoues. Et c'est pour ça que je me permets d'être un peu... Ouais, parce que c'est maintenant ou jamais. Hein. Je me permets de les engueuler un peu. D'accord. Voilà. Bon, mais ce matin, c'était pas très réussi. Ce qui m'a inquiété, je vais vous dire, c'est pourquoi je vous dis ça. Ce matin, ils ont fait un tractage dans ma circonscription, à Montgeron, à la gare. Ouais. Mes équipes. D'accord. Et je leur ai demandé, et ce soir, dans le train, je rentrais de Lille et j'aurais dit, tiens, comment ça s'est passé? Comment ont réagi les gens, quoi? Parce que là, je suis pas, moi, à distribuer les tracts. Quand je suis en campagne locale, je distribue les tracts, j'aime bien voir les gens. Et ils m'ont dit, ce qui était terrible, c'est que, alors j'ai dit, ils n'étaient pas contents, ils m'aiment plus. Vous savez, on est on est des êtres sensibles, comme les animaux. Alors je disais, mais ils m'aiment plus, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Et ils me disent, non, c'est pas toi. C'est que les gens étaient passifs. C'est que les gens disaient, wow, on en a ras-le-bol, la présidentielle. Et pas tous, heureusement. Mais, vous voyez, ce matin, dans une gare de ma circonscription. Et là, ça a fait ding-dang dans ma tête. Dans le train, j'ai dit à
J'ai pensé, je ne sais plus si je vous l'ai dit à mes équipes, j'aurais dit, mais c'est pas possible. Le pays est en train de crever. Ils vont être des esclaves. Et ils disent, oh, on nous fait chier avec la présidentielle. Vous comprenez? Comment on fait? J'ai pas la solution. Je vous le dis franchement, j'ai pas la solution. Je sais pas quoi faire pour réveiller les gens. Je sais pas quoi faire pour vous réveiller. Français, voilà. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est répéter inlassablement à toutes les émissions. Réveillez-vous, secouez-vous, vous allez devenir des esclaves. Et puis, imaginez un instant dans un cauchemar que Macron soit réélu. Non, mais imaginez le cauchemar. Mais rien que ça, vous devriez tous vous précipiter aux urnes. Ou alors vous êtes cons. Voilà, moi je peux plus rien pour vous. Voilà, je peux plus rien pour vous. C'est marrant, c'est ce que disent tous les gens qu'on reçoit. C'est dingue. Hein. S'il repasse, à la limite, si moi je passe pas, mais si lui il repasse, j'arrête. Parce que là, c'est que vous êtes trop. C'est qu'il n'y a plus rien à faire en fait. Voilà. Mais bon. Le bourreau, la victime est dépendante du bourreau. Oui. Là, le Stockholm, ça trop. Oui, voilà. Trop c'est avancé. Stockholm. Trop c'est plus autre chose. Voilà, donc c'est le message de la fin. D'accord. Et on va le garder positif parce que comme je suis un être optimiste, sinon j'aurais rien fait dans ma vie, je dis, eh bien on va y arriver, le 10 avril, vous allez aller tous au bulletin. Non mais j'imagine la tête de Routel Krief, j'imagine la tête de Léa Salamé, j'imagine la tête de Gilles Boulot. Si les sondages en milieu de journée, imaginez qu'à midi, tiens, on devrait faire un petit film là-dessus, préventif, pour que les gens comprennent. Si à midi, participation en hausse de 20 points. Vous imaginez la tête de tous ces gens. Et puis Macron n'est pas à 30, là, il est à 22. Non, mais ça, ils diront rien. Mais participation en hausse, exceptionnelle. Les Français se sont rués sur les urnes. À 16h, nous avons déjà 75% de participation. Nous allons battre un record de 90% de participation. Et vous imaginez ça veut dire que Macron, il n'est même pas au second tour. Tout est joué. Sa victoire ne dépend que du taux d'abstention. Mais tout ça. Et du sommeil général. Et il y a eu ça pour Obama après Bush père. C'est vrai. Il y a eu ça. C'est vrai. Mais il y avait la dimension historique, premier président noir américain tout à potentiel. fait. Et puis la pensée unique était à fond. Voilà. Oui. Bon. Mais il y a eu ça pour Trump quelque part aussi. Ah ben, bon. Donc pourquoi il n'y aurait pas? Moi, je me dis, voilà, il faut y croire et il faut surtout notre boulot, enfin mon boulot, c'est d'essayer de mettre en scène les Français et de leur dire, voilà, vous pouvez être acteur de ça. Vous pouvez être acteur de ça. Et pour ça, il faut pouvoir parler à tout le monde. Et voilà pourquoi je suis heureux d'être venu. Bah oui, et merci parce que... Il est 10h10, mais c'est une catastrophe. On était parti pour 50 minutes, on a fait 2h15, donc merci. Il y a quand même encore quelques personnes qui écoutent. Oui, on est encore quoi. Bah non, c'est là que ça s'est éteint. Non, c'est qu'en fait, on a perdu la batterie parce que l'émission du coup était longue, mais il y a encore autant de gens qu'au début. Il y a plus de gens qu'au début. Il y a plus de gens qu'au début, donc c'est très bien. Vous les saluez. Et on les salue, on les remercie, et du coup, j'espère que l'émission a été agréable pour vous. Comme on dit ici, vous connaissez la chanson. Merci Cognac Jet. À vous les studios. À tout de suite. Bon, je suis désolé, je me suis lâché. Mais non, mais